Bonjour, merci de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Merci également de nous renouveler votre confiance. Canal Presse qui démarre avec quelques minutes de retard, on s'en excuse. Vous êtes nombreux, très nombreux d'ailleurs, tous les dimanches à rester scotchés cette semaine marquée par plusieurs décès de suite du Covid-19. La Covid-19 également qui était au centre d'une réflexion à travers ce qu'on peut appeler désormais Covid Gate, avec notamment ces correspondances qui sont parties de la présidence de la République pour le Premier ministère et de la présidence pour le ministère de la Justice. Question de savoir comment est-ce que la Covid-19, les fonds destinés à la Covid-19 pour lutter contre cette pandémie a été géré par les différents chefs départements ministériels. Au centre de cette discussion, il y a surtout ce financement. Le Fonds monétaire international qui cherche à savoir clair sur l'utilisation de ces fonds. Une fois de plus, c'est bien sûr le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui a adressé plusieurs correspondances, soit au ministère de la Santé, au Premier ministère, pour savoir exactement les contours, les détours de la gestion de cette Covid-19. Serons-nous tentés de parler d'une autre opération épervier qui est déclenchée à travers ces multiples correspondances? On cherchera à comprendre autour de cette émission. Également, les Lions indomptables pour le compte des barrages des Jeux Olympiques étaient du côté de Turquie face au Chili. Eh bien, les Polish des Nongachu ont perdu un but contre deux. Eh bien, le match retour est prévu dans quelques jours, mardi plus précisément. Une autre chance donnée aux Polish des Nongachu pour pouvoir se racheter et obtenir ainsi leur ticket de qualification pour Tokyo. Madame, Monsieur, merci. Bienvenue à toutes et à tous. Les spécialistes triés sur le volet nous font l'honneur de venir pour décrypter cette actualité. Ils sont des différents partis politiques et même également des hommes de médias. On commence par les hommes politiques. Ils représentent le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le R. Localité, banlieue, on va dire ici, qui est située dans la région du centre, à un jet de pierre de Yaoundé. Monsieur Jean-Baptiste Atebengue, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, je salue vos téléspectateurs aussi. Je leur souhaite un bon dimanche, malgré tout ce poids, en tout cas tout ce poids qui pèse sur nous, la menace de cette pandémie. Cette pandémie qui a vu disparaître cette semaine beaucoup de vos camarades partis, notamment le sénateur Tif Moukete qui s'en est allé, le grand professeur Gervais Mendozé également. Oui, malheureusement, je souhaite à toute la famille beaucoup de courage et toutes les condoléances, mes condoléances. Je crois que c'est un moment qui nécessite un grand élan de solidarité nationale parce que nous avons beaucoup d'anonymes aussi. Il n'y a pas que des camarades ou des citoyens connus. Beaucoup d'anonymes qui souffrent. Bon courage à ceux qui sont hospitalisés encore, qui luttent contre cette souffrance et bon courage aux familles endeuillées. Et je pense que nous devons se souder les coudes au niveau national pour qu'on surmonte cette épreuve et qu'on gère cette nouvelle civilisation que ce Covid nous impose, qu'on gère cette façon de vivre désormais tout en gardant espoir pour notre jeunesse, pour l'avenir du pays, pour qu'on se relève tout doucement comme toutes les nations du monde. Ce n'est pas que le Cameroun qui souffre de cette pandémie. Merci à vous. Deuxième invité, il représente le PCRN, il est avocat au barreau du Cameroun, Maître Jean Nunga. Oui, bonjour, bienvenue. Oui, merci. Les affaires juridiques et au contentieux du secrétaire général du PCRN. Voilà. Ça, et conseiller municipal PCRN dans la commune de Matam. Écoute, ça me plaît de rappeler tout cela parce que
il y a une certaine opinion qui n'accorde pas beaucoup de crédibilité à ce parti et qui, par conséquent, essaie de relever davantage les incuries de jeunesse plutôt que la présence d'une certaine expérience. Je ne m'en prévois pas, mais quand même, l'âge nous impose une certaine expérience. J'aime bien affirmer à tous que j'ai des responsabilités dans ce parti, que j'assume bien et que, surtout, je suis un élu du PCRN. Voilà, justement, merci. On avait oublié ces casquettes. Merci de nous donner plus de précisions sur ce que vous faites exactement au sein du PCRN. Un mot sur la justice également, qui a été frappée par cette pandémie, n'a pas été épargnée. Le procureur général a perdu tour à tour son épouse, sa fille. Le président voilà. Ndjéré, l'ancien président Ndjéré, vraiment, c'est une situation très triste, très triste, d'autant plus que c'est une personne avec qui nous avons travaillé et ce travail a suscité des proximités. Je ressens cette douleur vraiment plein fouet. Son épouse et son enfant, je pense que c'est l'occasion, à minima, de présenter les très sincères condoléances, mais également tout le courage et toute, j'ai envie de dire, la tempérance qui doit convenir à ce genre de situation afin qu'il n'en naisse pas d'autres plus dramatiques. Toutes mes condoléances, je pense, comme le disait monsieur le maire, il y a une réflexion profonde que la nation, je ne sais pas si on peut parler de la nation encore, en tout cas que la jeunesse camerounaise doit mener pour avoir une maîtrise de cette situation, aller au-delà des annonces, pour avoir une activité, une action qui permette la maîtrise en réalité de la situation, je dirais pas civilisationnelle, de la situation, j'ai envie de dire, épidémiologique actuelle du Cameroun. Merci à vous. Troisième invité sur ce plateau, journaliste très connu. Je ne sais pas si c'est vous qui indiquez la direction du vent. Là, je commence donc par vous. On ne présente plus, qui est très connu sur ce plateau avec son look du russe, mais aujourd'hui il a changé un autre look. Soulé, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba Ngomna, bonjour téléspectateurs. Unio m'a eu parce que il n'y a que deux pressings qui peuvent laver mes tchapkas. Malheureusement, les deux pressings n'ont pas de l'énergie électrique depuis 2 semaines, 1 semaine. Je n'ai pas pu récupérer mes tchapkas. Je n'ai pas pu récupérer de chemise ni de costume parce qu'il n'y a pas d'énergie électrique, malheureusement. Donc, Unio m'a eu. Maintenant, pour ne pas s'attabler dessus, vous ne pas pleurer continuellement parce que Unio, c'est quand même déjà l'habitude de ces mauvais coups. Je voudrais, si vous permettez, dire un spécial bonjour à tous mes camarades handicapés que j'ai laissés au centre des handicapés de Touguébé. Je leur dis très sincèrement, parce qu'ils sont des fidèles téléspectateurs de Canal 2, je le sais parce qu'il nous arrivait de temps en temps de nous mettre ensemble pour regarder un de ces programmes au centre de réhabilitation de personnes handicapées. Je leur dis aussi mes encouragements parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que le projet marocain est en train de penser, le projet qui doit connaître, n'est-ce pas, l'agrandissement du centre, la rénovation, dont bientôt le centre aura des habits neufs, parce qu'il y a un projet marocain, je crois que c'est 25 milliards sur 20 mois, qui va permettre, n'est-ce pas, d'avoir une bonne visibilité. Et pour cela, je voudrais féliciter le top management, qui est celui de PCA Irène Boulingene et le chirurgien traumatologue, n'est-ce pas, le médecin de haut vol, le directeur général Alexandre Manga, parce que c'est son bébé, la rénovation, le projet marocain, c'est son bébé. Je voudrais lui dire félicitations parce que ça avance. C'est bon d'être, n'est-ce pas, le top management, d'avoir la confiance du chef de l'État et de faire ce qu'il est en train de faire pour le centre de réhabilitation des personnes handicapées. De l'AST, je voudrais vraiment dire, Bouba, je vous l'avais dit une fois que c'était grâce à elle que je suis encore vivant. Le médecin
Madame, n'est-ce pas, le docteur Ngoyamen, Marie-Ange. Les deux prénoms Marie et Ange ont permis qu'un de ces capnataires à l'école, j'étais en train de perdre la vie de suite d'un refroidissement cardiaque. Marie-Ange Ngoyamen a atterri comme s'il était envoyé par un ange divin. Elle m'a sauvé la vie. Je crois qu'il y a des médecins, mais lorsque vous avez connu un médecin qui vous a sauvé la vie, vous ne pouvez pas. Chaque fois, son nom vient dans mes rêves parce que grâce à Dr Ngoyamen, je suis encore vivant. Je lui dis chapeau, félicitations. Vous êtes un médecin digne, un médecin dont le Cameroun en a besoin. Merci. Voilà, il n'est pas le seul médecin, ils sont très nombreux à sauver la vie à plusieurs Camerounais au quotidien. Maintenant, si vous voulez que je dise un mot non, c'est pas... sur, non, ça va, Soulé. Non, je peux dire un mot sur le professeur Mendozé parce que... Non, je ne vous ai pas posé la question sur le professeur Mendozé. Je voudrais quand même... Mais attendez quand même que je vous pose cette question sur le professeur. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Le temps d'accueillir d'abord un quatrième invité qui n'a encore rien dit, qui est aussi journaliste, tout comme Soulé. Il officie du côté de Royal FM. Jean-Patient Talla, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à tout le monde et au patriarche. Quelle bonhomie, parce que le plus important, c'est ce visage souriant, même s'il a le cache-nez. C'est ce qui voilà, il enlève son cache-nez. C'est ce qui vous avez réussi à faire, mais bon. C'est cette attitude-là de positivité en fait qui rassure et peut nous pousser à lâcher certaines incertitudes qui sont les nôtres en matière de... On parlera de Covid tout à l'heure. Il faut savoir que beaucoup de Camerounais ont des doutes quand ils vont à l'hôpital, se disent là où je vais, est-ce que je reviendrai vivant de là? Donc à écouter sur le Noyolo, on se dit il y a quand même encore des gens qui font leur travail tel qu'il se doit et qui peut-être peuvent encore porter cet espoir que notre système de santé n'est pas aussi ruiné qu'on le dit. Donc merci d'être là. Voilà, comme ce médecin, on peut aussi citer Dr Meka. On peut en citer d'autres qui est un vrai spécialiste. C'est vrai qu'il y a également beaucoup de brebis galeuses. Mais on peut citer quand même des gens qui sortent du lot. Alors, parlant justement du système de santé, cette semaine, il y a eu une alerte du côté d'Orca, directeur de publication, qui a estimé qu'il était retenu, malgré sa volonté, dans ce centre Covid. Et un appel de détresse a permis que finalement le ministre de la Santé autorise une histoire rocambolesque quand même. Bah oui, la question quand vous me la posez, c'est comme une colle. Parce qu'en réalité, vous savez que je suis au syndicat des journalistes SNJC. Et nous avons suivi un peu cette sortie de ce confrère. Bon, c'est vrai qu'on s'y est un peu égaré parce qu'on n'a pas compris exactement ce qu'il voulait poser comme problème. Est-ce à nous dire que le centre Orca ne prend pas en charge les patients normalement, ou alors nous dire simplement que parce qu'il est journaliste, alors il mérite une attention particulière? Vraiment, on n'a pas compris, c'est pour ça que le SNJC ne s'est pas appesanti sur le cas. Vous comprenez? Mais jusqu'à présent, j'ai même très peu d'éléments dessus pour essayer de mettre dans une affaire que je ne maîtrise pas. Mais je pense que si vous êtes à l'hôpital, vous devez bénéficier des soins qui vous sont, je ne vais pas dire imposés, mais qui vous sont servis. Vous devez peut-être vous plaindre si jamais le service est négatif. Nous sommes d'accord. Et c'est valable pour tous les citoyens qui vont à l'hôpital aujourd'hui. Si ça ne marche pas, vous devez pouvoir vous plaindre que le service est mauvais. Et je me rappelle qu'il y a quelque temps, il y a des sources qui nous ont approchés pour dire qu'au niveau du centre Orca, le service n'est pas tel qu'il devrait l'être. Et beaucoup de citoyens yaoundés ont l'impression que Orca est un mouroir. Quelqu'un parlait même d'une pré-morgue. Je ne sais pas, parce que toutes les nouvelles qui viennent de là-bas sont toujours que celui qui est entré est ressorti les 4 pieds sous terre. Donc c'est quand même un problème. Mais pour ce journaliste principalement, je ne voudrais pas vraiment m'attarder dessus parce que je ne maîtrise pas de quoi il se plaint, qu'est-ce qu'il revendique exactement. Merci à vous. 5e dernier invité, un autre directeur de publication, Christophe Obiokono, directeur de publication de Kalara. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour et bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International. On reste toujours sur plusieurs commis de l'État, hauts commis de l'État, notamment le professeur Gervais Mendozé, qui finalement est allé avec à la clé le secrétaire d'État en charge de la santé, Sa Majesté Halim Hayatou, un 3e membre du gouvernement qui meurt en fonction. C'est quand même des signaux qui méritent une attention particulière. Un 3e? Un 3e. Je croyais dans mon décompte 2.
Deux. Oui. Ministre délégué. Le ministre délégué qui Oui. était quand même, je crois, le deuxième. Après qui je crois que c'était le bon, premier. ok, Voilà. on sera peut-être deux. D'abord, je crois que jusqu'à présent, il n'est pas démontré que le professeur Mendoza est mort de Covid. Les informations que j'ai disent que le professeur Mendoza, qui était en réanimation et admis au pavillon VIP de l'hôpital central, est allé faire des examens au Curie, des examens qu'il ne pouvait pas faire à l'hôpital central, est revenu et puis est décédé. Donc, il n'est pas sûr. Je ne pense pas qu'on puisse être obligé d'aller au Curie pour faire un test de Covid. Donc, mais qu'importe, il est décédé. Bon, nous devons avoir une pensée pour son âme comme pour celle de tous les autres. Mais un décès qui intervient après ce qui a précédé sa mort, la grâce présidentielle qu'on n'a jamais retrouvée, qu'on n'a jamais vue. Et finalement, on se pose la question, comment en sommes-nous arrivés là? Avait-il eu une grâce présidentielle? Est-ce que le professeur Mendoza paye les frais de quelque chose, du cynisme? Vraiment, on s'interroge quand même après ce décès. Kalara prépare un article, apparaît dans sa prochaine édition, sur ce qui s'est passé par rapport à toutes ces annonces plus ou moins vraisemblables, d'autant plus qu'elles sont soutenues par un certain nombre de hauts responsables publics. Le directeur général de la CIATU, pour ne pas le nommer, a confirmé l'idée qu'il y aurait une grâce présidentielle, mais il faut savoir, comme lui ont rétorqué certains internautes, que la grâce présidentielle, c'est un acte administratif et qui ne saurait être secret. Et dans l'état de la situation carcérale, ou j'allais dire judiciaire du professeur Mendoza, il était difficile, voire impossible qu'il puisse bénéficier d'une grâce. C'est déjà ce qu'on peut dire. Mais je crois qu'il y a quand même eu un certain nombre d'attentions de la part du sommet de l'État concernant cette personnalité qui n'a pas laissé les Camerounais, qui n'a jamais laissé les Camerounais indifférents. Je me souviens toujours qu'en 2014, lorsqu'il a été interpellé, c'était l'un des rares pour qui, je crois qu'on, la plupart de ceux qui se sont manifestés voulaient qu'on, qu'on lui passe tout ce qui lui était reproché. Et donc ça s'est poursuivi avec ce que je considère comme une mise en scène grotesque. À la fin, les derniers jours de sa vie, avec ces images qui ont violé son intégrité. Et je pense qu'il y a eu un abus sur une personne, un abus de faiblesse sur la personne du professeur Mendoza, parce que je ne pense pas qu'il aurait pu accepter que ces images, dans cette situation-là, soient diffusées telles qu'elles ont été, qu'elles soient exploitées comme ça. Mais qu'importe, plusieurs Camerounais sont battus pour essayer d'obtenir qu'il ait de meilleurs soins. Donc nous en dirons davantage. Mais pour revenir au Covid, il faudrait qu'on considère simplement que les ministres qui sont décédés entre-temps, notamment de Covid, ça montre simplement que nous sommes tous égaux devant la mort, et que le Covid est la Covid 2017, c'est une maladie extrêmement dangereuse. Elle touche à plusieurs personnes, mais les catégories qui sont internées concernent des personnes qui sont très sévèrement attaquées. Donc, il n'est pas juste de dire que Orca est un mouroir, mais vous devez savoir qu'au niveau de tous les services qui s'occupent des questions de réanimation pour des malades qui sont atteints par des pathologies qui sont déjà très avancées, en général, il y a quand même une proportion importante de patients qui finissent par trépasser. C'est le cas. C'est pas de simples malades qu'on admet en réanimation. Et en général, lorsque vous êtes testé positif au Covid, on ne vous interne pas immédiatement, mais on tient compte de votre état. Et si souvent vous êtes infecté, mais vous ne faites aucun signe de maladie, on vous demande de vous confiner chez vous, on prend des dispositions pour ça. Donc, je crois qu'il faut relativiser.
je suis heureux que, j'en profite, je suis heureux que le confrère patient puisse prendre de la distance avec ce bruit qui a été fait par ce confrère, parce que l'hôpital, c'est un service. On doit pouvoir respecter les règles de chaque service. Ce n'est pas parce que nous sommes journalistes que nous devons nous croire. Voilà, nous devons nous croire tout permis. Et j'acheverai ma prise de parole en adressant mes condoléances au président Emmanuel Ndjere. C'est l'ancien président du TCS, celui qui a perdu sa fille suivie de son épouse, qu'il a d'ailleurs enterrée pendant le week-end. Alors, Souley, vous avez envie de dire un mot sur le professeur Jérôme Mendozé. Vous avez été interné avec lui à l'hôpital central. Un mot? Oui, je voudrais quand même dire, déjà pour dire, aux mes hommages du professeur Mendozé, que j'ai beaucoup connu, que je côtoyais. Je me souviens que toutes les fins d'année, il organisait le service écuménique. Il rassemblait, n'est-ce pas, les prêtres, les pasteurs, les imams. Je crois que c'est un service qui nous a manqué parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, je pense que le Cameroun est devenu très violent, très, très méchant. Il faut se retourner vers Dieu. Il faut prier Dieu aujourd'hui. Sinon, n'est-ce pas, la guerre civile risque d'être une agréable surprise, n'est-ce pas, pour le Cameroun, pour ne pas dire que la guerre s'annonce. Parce que quand j'ai vu... Une agréable surprise. Une agréable surprise pour le Cameroun, la guerre civile, parce que le Cameroun prépare la guerre, le Cameroun que je vois là. La méchanceté, n'est-ce pas, et j'ai envie de dire le cynisme qu'on a regardé autour de Mendozé, c'est sans pareil. Moi, j'ai été interné, n'est-ce pas, j'ai partagé le pavillon au standing VIP avec le professeur Mendozé en 2019. J'ai été amputé, je l'ai laissé au pavillon en 2019. Il était déjà très mal. Je suis allé faire 20 mois, 14 mois au centre des handicapés de Toubé. Il était toujours là-bas. Le professeur Mendozé était toujours interné. Ça veut dire qu'il est interné depuis 2019. Il a fait 2019-2020. Et quand j'apprends qu'il y avait des attentions particulières, alors que dans le même temps, Inoni est évacué, alors qu'il laisse Mendozé au pavillon au standing. Focho est évacué, il laisse Mendozé, n'est-ce pas, au pavillon au standing. Ils l'ont tué, simplement. Il faut le dire comme ça, là. J'ai envie de dire, peut-être que c'est un peu de colère, mais je pense que tout a été mis en place pour que Mendozé ne sorte pas de prison, pour qu'il ne bénéficie pas de la grâce. Et aujourd'hui, je veux bien qu'on ait aujourd'hui, n'est-ce pas, des anges qui arborent, n'est-ce pas, peut-être des gants noirs ou bien des gants blancs. Mais pour ce Mendozé, je crois qu'on l'a pleuré de son vivant. Il n'y a plus rien à dire que sa famille, n'est-ce pas, prenne Mendozé et au besoin même qu'on ne fasse même pas d'éclat, des grandes funérailles, qu'on l'enterre simplement. Peut-être que les patriarches comme lui, la mort l'a délivré, on ne sait pas, même Mendozé, on l'a vu souffrir. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce n'est pas une histoire d'Ali Mayatou, le secrétaire d'État qui décède. On voit bien que le secrétaire, il y a 2 ou 3 jours, il était bien portant à une cérémonie. Ce n'est pas le cas de Rabiatou Ndjoya. Ce n'est pas la même chose. Le professeur Mendozé a fait 2 années de maladie. On aurait pu tout faire. Bon, peut-être qu'il serait mort en exil, mais on aurait tenté quand même. Alors, qu'il soit mort comme il est décédé, et qu'on nous dise que tantôt c'est le Covid, maintenant ce n'est plus ça, il est mort dans l'ambulance, n'est-ce pas, du palais de l'unité, qui a dépêché 2 ou 3 choses à la dernière minute. Je crois que respectons la vie humaine. Je dis, craignons Dieu. Et je voudrais finir en disant aussi tous mes hommages à un grand homme de lettres, un très grand écrivain qui est décédé, j'apprends sa mort en entrant au studio, Guillaume Oyonombia, qui a bercé notre enfance littéraire, qui n'a pas lu, n'est-ce pas, les 3 prétendants, un mari, qui n'a pas lu, n'est-ce pas, les chroniques de Moutessi, Notre fille ne se mariera pas, Le Grand Bourbier, et il y en a bien d'autres. Vraiment, c'est un très grand homme qui est parti, et vraiment, pour tout cela, je pense que Dieu, que le canapé de nos ancêtres, n'est-ce pas, leur soit confortable. Christophe voulait ajouter quelque chose? Oui, mais je crois qu'on doit respecter les émotions des uns et des autres concernant le professeur Mendozé, mais je pense que
Ce n'est pas parce que quelqu'un est malade pendant longtemps qu'il doit nécessairement être évacué. Donc il y a des conditions quand même pour évacuer un malade. Je ne pense pas, je n'ai lu nulle part que les médecins qui suivaient le professeur Mendozé ont monté un dossier pour dire que son cas nécessitait une évacuation, parce qu'il faut retenir qu'on évacue des personnes. Ce n'est pas un luxe, c'est parce que c'est lorsque les traitants estiment que le plateau technique local n'est pas suffisamment efficace pour faire face à un cas qu'on envisage l'évacuation. En principe, on peut avoir des abus d'un certain nombre de personnes peut-être mieux placées, mais je ne pense pas. Et pour moi, le fait que le professeur Mendozé ait été interné au pavillon VIP de l'hôpital central, pour moi, suffit pour croire qu'il a reçu les meilleurs soins là-bas. Il ne faudrait pas que nous cédions. Il faudrait pas que une proximité à distance. Moi, je te parle de quelqu'un qui a connu une proximité, n'est-ce pas, avec le professeur Mendozé. Vous avez lu le dossier médical de Yves Michel Focho, vous avez lu le dossier médical d'Inoni Ephraim pour dire qu'ils pourraient bénéficier d'une évacuation. Nous avons connu le professeur Mendozé. Vous savez combien de médecins, et même commis, comme disait, commis par la présidence, ont défilé au pavillon pour venir s'enquérir du dossier médical de Mendozé. Et nous, cette fois, quand même dire ce que nous ne voulons pas dire. Vous n'avez pas vu le dossier médical de Mendozé. Vous ne pouvez pas nous dire que vous avez vu celui de Inoni, celui de Yves Michel Focho, et par rapport à cela, leur cas était plus flagrant, plus clinique que celui de Mendozé. Okay. Non, il faut arrêter avec les smoufs. Okay, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, monsieur. Non, il faut pas qu'il dise ça. J'avais pas terminé. Qu'il continue s'il peut présenter le dossier médical du professeur Mendozé qui ne nécessitait pas une évacuation sanitaire, et qu'il présente les deux dossiers d'Inoni et Focho dans les mêmes conditions qui ont bénéficié de l'évacuation sanitaire. Et comme ça, on se fait, n'est-ce pas, notre propre religion. Vous avez donné votre point de vue. Souffrez. Oui. Souffrez vraiment que... non, Soulez, s'il vous plaît. J'ai vécu dans le pavillon. Soulez, je vous en prie. Au stand, il y avait le professeur Mendozé. Vous avez fait un témoignage. Voilà. On vous a suivi. On vous a bien suivi. Vous allez permettre également que quelqu'un... Il faut arrêter avec les groupes. Soulez, je vous en prie. Oui. Vous allez permettre que Christophe termine sur son propos par rapport au... C'est pas le thème principal du débat. Je vous redonne la parole pour que... Non, je respecte les émotions. Nous avons de toutes les manières, pour ce qui me concerne comme journaliste, mon devoir, c'est d'informer. Ce n'est pas de faire, de remuer les passions ou les émotions. Il faut informer de manière froide. D'accord. Vous comprenez? Mais je redis que s'il s'agissait pour le professeur Mendozé, la nécessité d'une évacuation sanitaire serait venue d'un dossier médical. C'est-à-dire même la communication autour de cette affaire-là aurait été faite autour du dossier médical et non du tournage et de la diffusion des images indécentes sur la personne. Je suis un défenseur des droits humains et tout ça. Je ne parle pas sur la base des émotions. Je pense que, et j'ai utilisé le mot aussi, je parle d'abus de faiblesse. D'abus de faiblesse. On ne dit pas, on ne proclame pas, parce qu'on a passé 20 mois dans un pavillon à côté d'un malade qu'on connaît son dossier. Ok, d'accord. Voilà. Merci, cher monsieur. C'est tout ce que je peux dire. On va boucler avec ce dossier Mendozé, avec cet hommage rendu au professeur Mendozé, à travers cette plume de Rodrigue Tongué. Le miracle de sa renaissance n'aura pas lieu. Le professeur Gervin Mendozé, 77 ans, affaibli, pesant moins de 50 kilos d'après les informations données par le comité de soutien à sa libération, n'aura pas survécu à un état végétatif. Même les messages du haut sommet de l'État l'assurant qu'il est désormais libre, comme l'indiquent des proches, n'auront pas suffi à sauver de la mort. L'agrégé de linguistique et stylistique française, dramaturge, essayiste, poète, musicien et manager, décédé ce vendredi 9 avril 2021 à l'hôpital central de Yaoundé, qu'il n'a pas quitté depuis des mois, le grand public pourrait bien refuser de garder comme souvenir important de Gervin Mendozé ces images pénibles décrivant ses ennuis de santé, pour ne retenir que l'Arche d'or de la CRTV et ses productions cultes. Son quadrillage du territoire national en une décennie, sa grande empreinte culturelle,
L'on se souvient des productions comme Le Retraité, L'Étoile de Noudi et son héroïne Tazibi, ou encore Japhet et Ginette, et même des programmes comme Déviance. Le professeur Mendozé, c'était aussi ces cantiques qui ont sorti la chorale de son ghetto. Une posture qui rappelait parmi les casquettes du prof de la faculté de lettres de l'université de Yaoundé, puis de Yaoundé 1, celle de laïc engagé qu'il revendiquait fermement, au point d'hériter d'un surnom de mariologue, qui témoignait en réalité de l'affection que les Camerounais, tous téléspectateurs et auditeurs de la CRTV, du temps du monopole, éprouvaient pour cet homme affable, dont l'image et la signature avaient fini par se confondre avec la chaîne publique. Mais ces souvenirs élogieux vont-ils faire écran à cette peine de prison qu'il purgeait depuis 7 ans pour détournement de deniers publics à la CRTV justement? L'office que certains collaborateurs et la justice accusaient l'auteur de Marie écuménique de gérer de façon patrimoniale. Son recours en grâce à la Cour suprême visant à l'innocenter, après la peine de 20 ans de prison ferme infligée par le tribunal criminel spécial, ne sera donc jamais vidé, car avec sa mort, s'éteint l'accusation et ses effets. Tout comme le flou persiste sur une prétendue grâce qu'annonce son comité de soutien sans produire une seule pièce l'approuvant. Gervais Mendozé, chantre du couple présidentiel, est-il mort prisonnier ou homme libre? Qu'importe, le chef de village au toit Kampar Sambelima vit maintenant le repos éternel. Voilà, merci à Rodrigue Tonguer, retour sur ce plateau pour ouvrir avec ce dossier consacré à ce qu'on peut appeler désormais dossier Covid-Gate, avec ses multiples correspondances, partie de la présidence pour la primature et même la présidence pour le ministère de la Santé. Question de voir clair sur la gestion des fonds. Le Fonds monétaire international qui veut voir plus clair sur les 180 milliards en question. Comment est-ce que cette somme a été utilisée par le Cameroun? Alors, Christophe Obiokono, on commence par vous. Vous suivez de près cette actualité avec cette toute première correspondance. D'abord, qui a commencé entre le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, pour savoir un peu comment est-ce que la gestion des fonds Covid adressés, cette correspondance, la toute première, c'était entre le ministre d'État et le ministre de la Santé. Et cela a pris une autre tournure parce que jusqu'ici, le ministre de la Santé, avec raison, estime qu'il n'a pas été le seul gestionnaire de ces fonds. Comment est-ce que vous voyez cette autre affaire? On va parler d'un début, notre opération épervier qui est enclenchée. Bon, c'est malheureux que cette affaire Covid soit abordée de cette façon-là, selon moi. Parce que je crois qu'il était entendu dès le moment où le Cameroun a commencé à recourir aux contributions, aux aides, j'allais dire étrangères, pour faire face à la pandémie, et je crois sous la férule du FMI, il était entendu qu'il y aurait un audit de ces fonds-là. Et d'ailleurs, je ne pense pas que cette clause de l'audit soit qu'elle intervienne pour la première fois dans un dossier comme celui-là. Normalement, quand on fait un projet, on doit pouvoir auditer pour voir ce qui a très bien fonctionné et ce qui a mal fonctionné. Et moi, je suis d'autant surpris que le fait qu'on évoque d'ailleurs le contrôle supérieur de l'État soit d'abord perçu comme une volonté j'allais dire, de faire juger nécessairement des personnes, ou bien déjà même cela annonce un procès. Parce que et ça montre à quel point cette institution-là a été instrumentalisée, de mon point de vue, pour apparaître depuis quelques années comme une institution qui était chargée de traquer simplement les fossoyeurs de l'État parmi les gestionnaires publics. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que initialement, le rôle de l'IGRA, les ancêtres du Conseil supérieur de la magistrature, du contrôle supérieur de l'État, nous avons fait un dossier dessus, avait pour tâche
d'aller voir le fonctionnement des services publics, et notamment aussi des entreprises, des institutions publiques, pour dire au chef de l'État ce qui marchait bien, ce qui ne marchait pas bien. Cela pouvait appeler un certain nombre de réformes. Souvent, vous aviez, j'allais dire, des gestionnaires publics qui se trouvaient dans des situations qui n'étaient pas prévues, qui n'avaient pas été prévues dans les statuts, en fait, dans les textes organisant ces institutions-là, et qui se retrouvaient individuellement. Je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes directeur de l'hôpital central de Yaoundé, et que vous accueillez un trop grand nombre de blessés suite à un accident sur l'axe lourd, cet afflux de ce type de malade-là comment je peux dire ça? Ça va vous surprendre dans votre gestion, y compris, j'allais dire, du matériel, de tout ce qui est nécessaire pour faire face à ce type de pathologie-là. Parce que quand vous faites vous avez votre tableau de bord, vous ne vous dites pas que vous allez avoir peut-être 70 accidentés qui ont besoin immédiatement d'avoir des transfusions sanguines, de l'oxygène, ainsi de suite. Et vous êtes obligé de prendre un certain nombre de mesures, de décisions là, sur place. Vous ne pouvez pas, si vous devez acquérir par exemple des médicaments pour, disons, 20 millions de francs, arrêter les soins qu'on donne aux malades pour dire vous allez engager la procédure d'appel d'offres pour la livraison de ces médicaments-là. Donc vous agissez comme ça. Et puis, au lendemain de ça, si le contrôle supérieur de l'État passe par là, il vous dira que vous avez violé la procédure de passation de marché. L'hôpital n'est pas là pour des procédures de passation de marché. Ce n'est pas ça le rôle de l'hôpital. L'hôpital est là pour sauver des vies, pour soigner des malades. Et ce que je vous donne comme exemple n'est pas une vue de l'esprit, parce que les professeurs Biwole Sida, un certain nombre d'anciens directeurs de l'hôpital général se sont vus indexés à un moment donné avec une demande même d'ouverture d'une procédure judiciaire contre eux, y compris le président du conseil de gestion, je crois, Timi Vouna, à une certaine époque, pour la gestion de l'hôpital central, pour des questions comme celle-là. Donc, c'est vraiment malheureux qu'on se trouve. Mais cela dit, étant donné que il était prévu un audit, et d'ailleurs, il semble-t-il, d'après mes informations, l'audit devrait être fait par la Chambre des comptes, qui avait un audit concernant la gestion de ces 180 milliards, il est tout à fait normal que cet audit-là qui se fasse et qu'on puisse en tirer toutes les conséquences. Mais malheureusement, les réseaux sociaux, nous les aimons bien parce qu'ils nous permettent aussi de découvrir dans certaines conditions certaines correspondances qui vont à gauche et à droite. Mais l'orientation qui est donnée aujourd'hui me semble une orientation assez malsaine. Et cela dit aussi, le ministre de la Santé publique n'est pas le seul à avoir géré les fonds Covid. On ne peut pas, lorsque cette affaire-là commence, faire comme s'il est... D'ailleurs, le Trésor public n'est pas logé au ministère de la Santé publique. Et il y a plusieurs autres départements qui sont impliqués dans la gestion des fonds Covid. Il est bon qu'on sache ce qui se passe. Alors, Jean-Baptiste Temengue, pourquoi est-ce que d'aucuns ont tôt fait de penser que cela serait une opération à tête chercheuse, liquidation de certaines personnes, quand on sait qu'on parle quand même des fonds publics? Est-ce que, parlant des fonds publics, cela ne nécessite pas une clarté sur la gestion de ces fonds? Je pense que je partage tout à fait l'opinion du DP, c'est-à-dire que une fois que nous avons obtenu pour un projet précis des fonds, une facilité auprès du FMI, un prêt, il est normal, avant de poursuivre la collaboration avec cette institution, qu'on audite. Je crois que c'est ce que la Cour des comptes a eu à faire. Et s'il y a des fautes de gestion, c'est tout à fait normal qu'il y ait des suites. Je pense que au-delà de l'opération épervier, il faut... on le redit tous les jours, il faut être conscient que les règles du jeu ont changé. Les règles du jeu en matière de pénalisation au niveau de la gestion des fonds publics, au niveau des dirigeants camerounais, ce qui est une bonne chose. Et donc ça ne devrait plus surprendre qui que ce soit que une fois qu'on a eu en charge la gestion d'un certain des moyens de l'État, qu'on rende compte. Je crois que c'est un processus irréversible qui est bien pour le service public, pour
sauvegarder les fonds publics et pour l'intérêt général. C'est une volonté du chef de l'État et je crois que c'est quelque chose qui est mis en place pour notre génération, pour les générations à venir et pour tous les acteurs, qu'ils soient en politique ou fonctionnaires, qu'ils sachent que on doit rendre compte lorsqu'on gère les fonds publics. Maintenant, est-ce que l'audit signifie forcément sanction pénale? Je crois que c'est à la justice de faire son travail. Moi, personnellement, en tant qu'élu, j'ai eu à gérer 11 millions de ces fonds. En tant que chef, vous allez rendre compte d'un chef-lieu de département, évidemment, apporter des justificatifs. C'est la moindre des choses. Et je crois que c'est le cas pour l'ensemble des acteurs qui ont, de près ou de loin, été appelés à agir pour l'intérêt des populations. Gérer ces fonds, le FMI n'a pas donné de l'argent pour que un certain nombre de personnes se le partagent. C'est face à la pandémie, à l'urgence, que nous avons sollicité ce prêt. Nous n'attendions pas cette pandémie pour que des mesures, des investissements urgents soient faits. Et c'est normal qu'on audite et que ce d'autant plus que, et c'est le plus important d'ailleurs, parce que si on reste là à débattre de qui a géré les marchés, alors que la pandémie est encore devant nous, et que peut-être même le pire reste encore à venir. Donc il faut avoir les yeux vers l'avenir pour que, en même temps qu'on fait ses comptes, qu'on fasse le point, qu'est-ce qu'on a pu réaliser et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Voir le chef de l'État a pris de nouvelles mesures pour suivre de très près ces investissements, parce qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts encore, il va peut-être falloir prendre des mesures encore. Vous voyez, dans le monde entier, on est en train de reconfiner, de déconfiner. Il va falloir procéder à une campagne massive de vaccination, c'est une nécessité, et ça nécessite de nouveaux investissements, une logistique, pour que, avec toute la communauté internationale, on sorte petit à petit la tête de cette situation. Donc, je crois que c'est cet avenir qui devrait même plus nous occuper. Alors, Maître Jean Munga, comment comprendre cette subtilité, ou alors, on va dire, cette diversité de procédures? Parce que le ministre d'État, secrétaire général, la présidence de la République, lui, la piste du CONSUPE, le Conseil supérieur de l'État, tandis que dans le même gouvernement, le Premier ministre chef du gouvernement, John Ngouté, lui, préfère la piste de la Chambre des comptes. C'est pour aboutir à quoi? Que doit-on comprendre exactement à travers ces multitudes de procédures? Je ne sais pas si c'est des multitudes de procédures, mais il faut dire que le Conseil supérieur, le contrôle supérieur de l'État existe depuis longtemps avant la Chambre des comptes. Et le contrôle supérieur de l'État, comme l'a dit le directeur de publication Bobiokono, est une institution de contrôle de la gestion publique. Ça, c'est clair. Qui dépend de la présidence de la Et République. qui dépend de la présidence de la République. La Chambre des comptes est une institution judiciaire, relève du pouvoir judiciaire, donc avec supposé avoir une indépendance avérée et une initiative, y compris des poursuites. Alors, selon qu'on veut, on peut comprendre que selon qu'on veut protéger les gestionnaires, on pourrait passer au contrôle supérieur de l'État pour aller rendre compte au président de la République qui, s'il veut bien, peut saisir la justice. Et alors que la Chambre des comptes, elle contrôle, elle a des missions directes de contrôle après un exercice, il faut lui soumettre vos actes de contrôle et lorsqu'elle les a vérifiés, elle tire directement des conséquences, normalement. Donc, en clair, ces procédures ne sont pas innocentes. On sait pourquoi est-ce qu'on préfère la Chambre des comptes au contrôle supérieur. Mais écoutez, elles ne sont, je ne sais pas si on peut dire innocentes ou pas, mais de toute façon, ce sont des institutions. J'essaie d'expliquer quelle est la marge d'autonomie des unes et des autres, c'est tout. Et il me semble que
la Cour des comptes a une autonomie judiciaire directe, hein, alors que le contrôle supérieur de l'État a une autonomie, j'ai envie de dire, qui relève du pouvoir exécutif du président de la République. Alors, ça, quand on a compris ça, on comprend que le contrôle supérieur de l'État y passe ou pas, la Chambre des comptes doit toujours être saisie, parce qu'au final, elle doit vérifier toutes les comptes. Donc, ce n'est pas un véritable débat. C'est-à-dire que qu'on y envoie le contrôle supérieur de l'État ou pas, le dossier finira, parce qu'il s'agit d'un dossier de gestion, finira toujours par atterrir devant la Chambre des comptes, parce que c'est elle qui doit contrôler in fine les comptes de l'État. Alors, la question que je vois qui sous-tend un peu votre but, je pense qu'elle a déjà été abordée. Il y a une intention manifeste de protection de certaines personnes. Et c'est ça qui pousse à ce que non, écoute, c'est moi qui dois m'occuper de ci ou de ça. Parce que si vous avez envie de protéger quelqu'un qui vous a donné 50 tonnes de riz, dans le riz qui est recherché, bien évidemment, vous n'allez pas, si c'est vous qui avez le contrôle du dossier, vous n'allez pas l'embarrasser. Donc on peut comprendre les choses comme ça. Et c'est là où nous, à notre niveau, je pense que vous savez, notre leader a parlé cette semaine des méfaits de la corruption. C'est là où nous disons qu'il faut faire très attention. Monsieur le maire a évoqué maintenant la vision pour les générations futures de la gestion de la chose publique. Et c'est là où il faut absolument tenir compte de la nécessité d'un contrôle indépendant, sans parti pris de toute activité ou de toute action de gestion publique. Et il ne faut pas que les gens ont géré et ont mal géré et qu'on commence à imaginer qu'ils devraient pouvoir ne pas assumer leurs responsabilités parce que le contrôle n'est pas seulement là pour sanctionner, mais aussi... Mais non, il faut que non seulement la gestion se passe comme prévu par les dispositions légales, mais également que les sanctions positives ou négatives suivent. Ça, c'est clair. Jean-Pascal, est-ce qu'on ne peut pas subordorer que l'avant-dernière lettre du ministre d'État, secrétaire général à la présidence, adressée maintenant au ministre d'État, garde des Sceaux, demandant d'ouvrir une enquête sur les accusés ou alors sur les complices de la gestion? Est-ce qu'on ne peut pas supposer que ces deux instances auraient rendu des comptes à la hiérarchie et que la hiérarchie a plus ou moins déjà une idée sur ce qui se serait abusé avec ces fonds? Alors, je crois que tout ceci arrive avec un très gros retard parce que c'est une affaire qui se chuchote depuis septembre 2020. Décembre 2020, le président de la République demande à la Chambre des comptes de faire son travail. Depuis septembre 2020, il y a déjà des signaux clairs sur le présumé acte de corruption. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, on vient débattre de la pression venant du FMI. Non, mais ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, en fait. Je suis même un peu outré parce que l'État nous donne l'impression que c'est maintenant qu'il y a l'affaire. Mais non, il n'y a pas l'affaire maintenant. L'affaire date depuis 2020. Les problèmes datent depuis 2020. Il y a beaucoup d'ONG de la société civile qui avaient même déjà attiré l'attention dessus. Qui, à Yaoundé, ont donné des conférences de presse pour dire il y a péril à la demeure concernant la gestion des fonds Covid. Donc aujourd'hui, on est en train de tourner en rond. Moi, c'est mon avis. La bonne nouvelle, par contre, c'est que quand j'écoute monsieur le maire qui dit qu'il a reçu, je crois que c'était dit... Il a parlé 11 millions. 11 millions, c'est bien. Ça confirme aux citoyens que l'argent est quand même arrivé quelque part. C'est-à-dire que les 180 milliards ne sont pas restés dans l'air. C'est quand même arrivé au niveau des collectivités territoriales décentralisées quand même. Maintenant, quitte à savoir... Attendez. Très peu. Oui, c'est bien de préciser que c'est quand même arrivé. C'est quand même... C'est vrai que ça arrive. 1%. Ok, d'accord. Si c'est 1%, la nouvelle est que c'est quand même arrivé parce que beaucoup de citoyens estiment que rien n'est arrivé. Il y a des Camerounais qui estiment que rien du tout n'est arrivé nulle part. Il faut rappeler, je ne sais pas si dans la commune de M. Atemungue, c'est ainsi que ça se passe, parce qu'à Yaoundé, il y a beaucoup de citoyens qui ont été interpellés soit par SMS, soit par
appel par convocation à la commune pour leur dire qu'il y a de l'argent ici, l'argent Covid, de venir ramasser. Et j'ai vu de l'agitation dans les quartiers où les gens disaient il faut que tu ailles aussi là-bas déposer ta part de dossier, comme ils parlent vulgairement, pour récupérer ta part d'argent Covid. Ça, c'est l'imagerie populaire. Donc, c'est un problème qui se pose. Alors, comment cet argent a été géré? Il n'y a pas que M. Atemongue. Tous ceux qui ont reçu ont géré cet argent. Comment? Ça, c'est au niveau micro. Comment est-ce que ça a été géré? Maintenant, il y a également la confusion que vous évoquiez tout à l'heure, qui part également du débat sur l'évacuation ou non du personnalité ou pas. C'est qu'en matière de communication au Cameroun, le gouvernement entretient toujours le flou. C'est une réalité. Vous comprenez? Alors, il y a un fonds de solidarité publique qui a été également mis en place par le chef de l'État, où on a reversé de l'argent, où les entreprises sont allées déposer de l'argent. On a vu les gens défiler auprès du ministre de la Santé publique ou bien auprès du Premier ministre déposer de l'argent. Où en sommes-nous avec ce fonds de solidarité publique? Il y a un autre fonds qui date de 1993, qui est un fonds public de santé, où chaque hôpital verse 10% de ses revenus annuels dans cette caisse. Qu'a-t-on fait de cet argent depuis 1993? Vous voyez que si on analyse bien, quand on vient parler du FMI aujourd'hui, non, mais on n'y est pas. Mais c'est depuis Mathusalem qu'il y a un sérieux problème. Maintenant, la pandémie arrive et la pandémie nous conforte dans l'idée selon laquelle la corruption, de façon systémique, impacte également sur le système de santé. Parce qu'il faut dire que certains hôpitaux auraient reçu un peu d'argent. D'autres pas du tout. Et d'autres pas du tout. Et ceux qui en ont reçu, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils en ont fait. D'où la problématique de la capacité de nos hôpitaux à répondre à cette pandémie-là. Maintenant, associons la Banque africaine de développement au FMI. Il faut le dire, il n'y a pas que le FMI. Il y a l'argent de la BAD aussi qui s'y trouve. Maintenant, pourquoi le gouvernement aujourd'hui, ou alors le chef de l'État, je préfère parler du chef de l'État, viendrait intervenir vers la fin d'un processus qui lui-même a déclenché depuis décembre 2020. Et pourquoi? Parce que peut-être soit on veut faire plaisir au FMI, parce qu'à tout prix, comme disait Bobby, je suis d'accord, je l'ai dit à beaucoup de citoyens, quand il y a une mise à disposition d'une telle facilité, il faut être audité. Et vous serez audité d'ailleurs, c'est une clause qui est là. Vous serez audité, vous allez rendre compte. Sinon, vous ne pourrez pas recevoir de l'argent qui viendra par après, parce que ce n'est pas terminé. Vous savez qu'avec le FMI, il y a bientôt une autre facilité que le gouvernement attend pour le mois d'avril. Le gouvernement attend encore de l'argent. Mais pour justifier l'obtention de cet argent, il faut déjà prouver que voici comment j'ai bien géré le premier argent que vous m'avez reversé. Qu'a-t-on donc fait des 135 milliards qui, effectivement, ont été utilisés par le Cameroun? Là est la question. Donc, nous sommes sur deux pans. C'est-à-dire le pan de la gestion macroéconomique avec le FMI et le pan micro avec nos contingences habituelles. Voilà pourquoi je pense que la corruption, comme d'habitude, est au même pied d'égalité que la pandémie. Maître Jean-Ngoua, vous l'appelez. Oui. Écoutez, je n'ai pas qu'on perde de vue une situation particulière. C'est la question de la pandémie, la Covid. Lorsque cette histoire nous tombe dessus, le gouvernement instruit un certain nombre de mesures que tout le monde commence à appliquer. Moi, j'ai vu, si je prends le cas de mon parti politique, la mobilisation militante pour acheter des seaux, des masques, des choses comme ça, et les mettre à la disposition. Alors, le gouvernement a appelé, il a évoqué tout de suite la société civile. Cet argent, c'était pourquoi? Parce que lorsque vous allez prendre 180 milliards sans en déterminer l'usage, évidemment, ça va aboutir à quoi? Moi, j'avais prévu ça. Que de toute façon, nous allons avoir un problème de corruption, un problème de... Il y aura une nouvelle opération épervée. Parce que s'il fallait prendre de l'argent pour acheter les seaux, les savons, les masques, les cache-nez, je suppose que les Camerounais étaient capables de le faire. On n'avait pas besoin d'aller s'endetter au FMI pour cela. Maintenant, si on s'est endetté au FMI, il faut déjà qu'on nous dise pourquoi on s'est endetté. Est-ce pour acheter des machines pour pomper l'oxygène? Est-ce pour faire des études pour maîtriser et fabriquer les médicaments? C'était pourquoi? Parce que justement, la question que nous semble, la réponse qui nous vient un tout petit dans les interrogations, c'est qu'on a envoyé ça sur les gouverneurs pour acheter les seaux, les masques, les machins, les titres. Il me semble que c'est un peu porteur de suspicion, ce genre de réponse. Elle est porteuse de suspicion. Donc, nous avons vu des partis politiques, le mien, c'était mobilisé, c'était des conteneurs qu'on installait à Mokolo, dans des villes, pour que les gens puissent régulièrement se laver les mains. On a fabriqué des masques
par centaines de milliers, on s'est mis à distribuer. On n'a pas eu besoin ni d'un emprunt public, ni de l'intervention de qui que ce soit. C'était des 1000 francs, 10 000 que les militants cotisaient. Et on réussit ça. Donc je dis, le peuple aussi, notre peuple aussi, a le droit de savoir. On a pris 180 milliards, c'était pourquoi faire et qu'est-ce qu'on en a fait. Alors, outre ces 180 milliards, il y a également ces fonds. Il y a le chef de l'État qui a ordonné le déblocage. Il y a eu quelques quêtes ça et là. Pourquoi est-ce que c'est seulement cet argent qui fait problème? Déjà personnellement, je pense qu'il y a trop de fiction dans cette histoire. Il y a un emballement qui ne dit pas son nom. Je crois que nous sommes là, dans la périphérie des choses. La question fondamentale, c'est le débat aujourd'hui autour de la succession de Paul Biya. Le reste là, c'est des guerres de réseaux, des guerres de clans. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, je l'avais dit, que M. Biya a gâté son long règne en acceptant un nouveau mandat. Ce nouveau mandat est en réalité celui qui va déteindre sur l'ensemble du travail qu'il a fait. Il est où? Vous pouvez me dire, là où le président de la République, qui a été élu à 71% en 2018, et personne ne le voit. Et dans son confinement physique prolongé, il y a un SGPR tout feu tout flamme qui abonde, inonde les réseaux sociaux avec des correspondances et qui pour la majorité sont adressées au SGPM. Bon, maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des fake news? Aujourd'hui, on a le sentiment que les réseaux sociaux sont le tableau d'affichage, n'est-ce pas, des correspondances qui sont signées par le secrétaire général. Et du coup, on se dit que le Premier ministre, qui est le coordonnateur de l'action gouvernementale, on a le sentiment qu'il est largué. Il est où? Dans cet emballement-là. Il est où? On ne le voit pas. Et pendant qu'on ne le voit pas, il y a des ministres qui sont un peu indisciplinés, un peu rebelles, qui font dans l'oignon, chacun fait ce qu'il veut. Quand on est face à tout cela, on a un gros problème. N'est-ce pas? Et ce qui se passe là, en réalité, c'est le genre de fiction d'un réalisateur qui s'appelle, je crois, John Woo. John Woo. John Woo, vous avez vu les fictions de John Woo. Quand il vous présente un truc, vous regardez, c'est à la fin, vous dites, tiens, le gars, c'est fort. Parce que, comment vous expliquer que le secrétaire général commande un audit au niveau du Consupé pour auditer la dépense du ministère de la Santé? Pourquoi le ministère de la Santé exclusivement? Et alors, entre-temps, le Premier ministre dit non. Il faut auditer tout l'argent. Lui, le Premier ministre, commande l'audit au niveau de la Chambre des comptes. Encore que, vous savez que depuis longtemps, on attend que le Cameroun passe de la Chambre des comptes à la Cour des comptes. Parce que la Chambre des comptes de la Cour suprême n'est qu'une caisse d'enregistrement. Elle ne peut rien dire d'autre. Le Cameroun est l'un des rares pays aujourd'hui, surtout, n'est-ce pas, à la CEMAC, qui n'a pas de Cour de compte. La Cour de compte verrait des choses plus claires. Et pendant qu'on attend l'audit commandé par le SGPR, quels sont les résultats? On ne les a pas, le Consupé n'a pas sorti ces résultats. Quels sont les résultats de la Chambre des comptes qui doivent, j'imagine, je présume, dans une administration qui fonctionne bien, tomber d'abord sur la table du PM, qui peut à la longue les acheminer, n'est-ce pas, au niveau du président de la République. Pendant qu'on attend, le secrétaire général du président de la République saisit le garde des Sceaux, vous l'avez dit tout à l'heure. Il dit les hautes directives du président de la République d'engager des poursuites judiciaires. Donc il n'y a plus d'enquête. Parce que quand on vous demande d'engager des poursuites judiciaires contre les coupables, les complices, les auteurs, ça veut dire qu'on a identifié. Je crois que il y a un homme de droit qui est là. Et je crois qu'il y a Bobby qui est spécialiste, n'est-ce pas, des questions. C'est-à-dire qu'il a le journal le plus en vue, le meilleur qui puisse nous parler des choses de la justice. Je pense que quand on a dit que, on suppose que
le rapport que le secrétaire général, la présidente de la République, envoie au garde des Sceaux connaît déjà les coupables. Et il faut les poursuivre. Maintenant, pourquoi on esquive le Premier ministre? Est-ce que le rapport qui tombe, que le SGPR envoie au garde des Sceaux, contient toutes les informations de la chambre administrative de la Cour suprême? Qu'est-ce qu'on cache? La chambre des comptes. Ça, c'est La chambre de comptes. La chambre de comptes. Qu'est-ce qu'on cache? Bon, il y a une autre chose, M. Bouba. C'est important de poser des questions avant d'atteindre ces gens. C'est pour ça que j'ai dit que le problème est ailleurs. On est dans la fiction. Aujourd'hui, il y a ce que j'ai lu dans mes livres, le complot marécage, quand on devait assassiner Sadat. Ils ont créé une histoire au niveau des frères musulmans où on a embrouillé un emballement qui a fait qu'à un moment donné, on a fini par assassiner Sadat. Et c'est aujourd'hui qu'il faut lire le livre de Grégoire Ona, n'est-ce pas, Un bateau dans la tourmente. La gouvernance BIA, le réseau nouveau est dans la tourmente. Comment vous expliquez aujourd'hui la tragédie, n'est-ce pas, de la poule et du lézard entre le SGPR et le ministre de la Santé de Manaouda? Vous savez que le lézard était impuissant, il avait été coincé par la poule. La poule, de temps en temps, allait le picorer, elle revenait, après le lézard a dit « tue-moi une fois ». Quelle est cette accélération, n'est-ce pas, quelle est cette fixation sur Manaouda de l'autre là, du SGPR? Est-ce qu'ils vont le balancer? Est-ce que la question des vaccins, ce qui est porteur, n'est-ce pas, de beaucoup d'argent, est-ce qu'on veut déjà désaxer Manaouda? Mais je ne comprends pas, à chaque moment, c'est lui qu'on picore. Vous avez vu que c'était d'abord... c'est lui le lézard. C'est lui le lézard. C'est lui le lézard dans le cas. Et le SGPR est la poule. De temps en temps, il picore. Et maintenant, sachant que le Premier ministre a créé le fil à demander la chambre de compte, tous les fonds, on vous verse une histoire de tout le monde a dépensé. Nous avons le Messager a publié cette semaine vendredi un important dossier là-dessus sur cette histoire de 180 milliards. Nous avons cherché à savoir au niveau du trésor, parce que Bouba, quand on dépense l'argent, c'est à la pillerie, n'est-ce pas, que la pillerie sorte des listings. Qui a touché quoi? Et que tu sais que c'est une enquête facile pour le garde des Sceaux. Si le garde des Sceaux saisit la pillerie, que ce soit la trésorerie, machin, dit ok, dis-nous, qui a touché quoi? Et quand on communique là-dessus, parce que le problème, comme disait Jean Patient, c'est que notre peuple périt faute de communication. Pourquoi est-ce que la Chambre de compte qui finit son travail ne peut pas appeler la presse pour dire voici ce qui s'est trouvé? Pourquoi le Premier ministre qui a commandé un audit auprès de la Chambre de compte ne peut pas appeler la presse pour dire voilà? Pourquoi le garde des Sceaux ne peut pas appeler la presse pour dire ok, s'agissant, n'est-ce pas, des hautes directives du chef de l'État qui me demandent d'engager des poursuites judiciaires, voici des gens que je dois suivre. Et maintenant, pourquoi est-ce que le SGPR, qui est conscient qu'il a demandé au garde des Sceaux d'engager des poursuites judiciaires sur haute directive du président de la République, écrit encore au SGPM pour demander au ministre d'apporter les justificatifs? Est-ce qu'on peut en même temps engager des poursuites judiciaires contre des gens et revenir demander encore des justificatifs? Alors, ça pose un gros problème. Christophe Bobikono, est-ce que quand on regarde la tournée que prend cette affaire, y a-t-il une volonté de protéger certains et d'exposer d'autres? Je ne pense pas, pour ce qui me concerne, parce que je pense que tout ce qui se fait est, en fait, au moins, je ne parle pas du fond des dossiers, je ne connais pas le fond des dossiers, mais sur les pratiques administratives, tout ce qui se fait est normal. C'est-à-dire que le président de la République, indépendamment de l'audit qui est prévu dans les clauses qui lient le Cameroun au FMI, peut, sur la base des informations qu'il reçoit, actionner le contrôle supérieur de l'État pour qu'une mission d'audit, comment on appelle ça, spéciale soit dépêchée, voilà, dans une institution ou dans un département ministériel. Ça se fait. Cela n'empêche pas à la Chambre des comptes de faire son audit. Ça n'empêche pas. Et de même, il est d'usage, dans l'usage administratif, que
c'est le président de la République qui mouvemente l'action publique. Et en général, lorsqu'il y a un audit, même quand ça vient du contrôle supérieur de l'État, et que le chef de l'État est convaincu qu'il pourrait avoir des malversations financières, il fait saisir le ministre de la Justice. C'est la porte d'entrée de la justice, parce que, vous savez, c'est le parquet qui poursuit. Et le parquet est sous, comment il dit ça, sous l'autorité du ministre de la Justice. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans cette phase parce que... Oui, mais bien sûr, mais puisqu'il y a eu, sur la base du rapport, parce que la lettre dont vous parlez dit que le secrétaire général de la présidence de la République, il transmet au ministre de la Justice un rapport pour lui demander d'ouvrir une enquête judiciaire, de lancer des procédures judiciaires. Et c'est dans le rôle du ministre de la Justice, c'est dans le rôle du parquet de pouvoir le faire. Et aussi dans le rôle du SGPR. Oui, du SGPR. Et c'est aussi dans le rôle du SGPR, lorsqu'il doit s'adresser à un membre du gouvernement, de passer par le secrétaire général des services publics. Je vous mets au défi de voir, circuler un document où le secrétaire général de la présidence de la République s'adresse directement au Premier ministre. Moi, j'ai jamais vu. Ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais vu. Donc, en général, c'est comme ça. Même s'il faut donner une instruction à un membre du gouvernement ou envoyer une information, peut-être que le Premier ministre a dit, mais sous une forme d'insistance, si le chef de l'État demande au secrétaire général de la présidence de la République de saisir, de renouveler cette information-là au Premier ministre, il passe l'information par le canal du secrétaire général de la présidence de la République. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il ne faudrait pas que nous aidions le juge pénal à se défiler de sa responsabilité. Parce que le rapport de la Chambre des comptes ne lit pas, ne lit en rien le juge pénal. Tout comme le rapport du contrôle supérieur de l'État qui est parfois reçu là-bas comme un simple élément de renseignement. Donc, le juge pénal doit pouvoir faire ses enquêtes, proprement ses enquêtes, et sur la base des informations qui sont diffusées ici. Vous savez, ça a été quand même un peu facile lorsque le MRC a eu son opération suivie, qu'on voit les responsables de ce parti politique-là être traqués pour que les procédures judiciaires soient engagées. Vous comprenez? Il faut laisser la justice faire son travail. Dans la même veine, on pourrait penser, par rapport aux informations qui ont été diffusées ici, qu'on peut avoir des situations de double emploi. C'est-à-dire quoi? Vous avez des organisations de la société civile ou bien des entreprises qui ont donné de l'argent, qui ont contribué dans le cas de la lutte contre la Covid-19, et vous allez voir dans les pièces justificatives des dépenses de 180 milliards, probablement des dépenses qui ont été supportées par ces contributions-là. Donc il faudrait que les choses soient très très claires de manière à faire ressortir dans les tableaux, ce qui est venu du FMI de 180 milliards et qui a été géré de manière transparente, et ce qui est venu des autres contributions qui sont venues et qui ont aussi été gérées. De toutes les façons, le juge pénal doit pouvoir faire son enquête. Il n'est pas tenu ni de condamner, ni d'esquiver, parce qu'il peut même avoir un rapport qui n'indexe pas M. Bobio Kono. Mais dans le cas des investigations qui sont faites, se rendre compte que M. Bobio Kono a joué un rôle éminent et tout ça, et le fait inculper sur cette base-là. Jean-Pascal Tchala, certes, nous sommes... Je voulais vous lire, je voulais quand même que Bobby peut-être en profite aussi. Voici ce que, cette fois-ci, le secrétaire général, la présidente de la République, écrit directement au ministre d'État, n'est-ce pas, ministre de la Justice. Il ne passe même pas par le SGPM. Oui. Il ne passe pas. Il dit, audit des fonds affectés à la lutte contre le coronavirus. En vous faisant tenir 6 juin thermocopie du rapport de la Chambre suprême, la Chambre administrative, la Chambre des comptes de la Cour suprême, et j'ai l'honneur de vous répercuter les hautes directives du chef de l'État, prescrivant l'ouverture d'une enquête judiciaire contre... Ah, ça c'est bon de prendre la fin. C'est contre les co-auteurs, d'abord les auteurs, les co-auteurs et complices des cas de malversation financière relevés. Non, mais ça veut dire qu'en réalité, ce que je disais, Jean-Pascal, excuse-moi, c'est que c'est-à-dire, il y a déjà, le bourreau a déjà désigné les victimes. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je crois que la lettre, on peut trouver à redire sur certains mots qui se trouvent dans la lettre. Mais le juge
qui est supposé être indépendant chez nous ne doit pas se laisser influer. D'ailleurs, cette correspondance, elle n'arrive pas chez le juge, elle arrive chez le garde des Sceaux et comment je vais dire ça, le procureur général près le TCS va engager des poursuites et puis les juges doivent juger. Il est maladroit d'écrire comme ça parce qu'on est quand même dans un pays où la Constitution proclame la présomption d'innocence. Pour le moment, il n'y a que lorsque... Ce n'est pas maladroit. Il est maladroit. Non, il est maladroit. C'est des présuppositions tant qu'il n'y a pas un jugement. C'est ma lecture des choses. Okay. Ce que je veux simplement dire, c'est que le juge pénal, lorsqu'il est saisi, a la latitude d'aller chercher partout tous les éléments qui concourent à la recherche de la vérité et de n'inculper que les personnes qui sont concernées, qui apparaissent comme ayant posé des actes qui sont punissables. Alors, je veux revenir à vous, Jean Patient, mais... oui, je disais, c'est pas maladroit. Quand on lit bien... Nougat ne semblait pas être d'accord. Alors, Maître Nougat, pour une fois pour toutes, je suis Maître Nougat, je n'ai pas de gens. Donc, je disais que c'est pas maladroit. En réalité, un rapport relève des malversations. Ça, c'est le rapport. Maintenant, on donne ce rapport au juge, aux enquêteurs, aux juges d'instruction, pour qu'ils voient si ce que le rapport appelle malversation constitue éventuellement une infraction. C'est ce que j'ai dit. Donc ce n'est pas du tout maladroit. Non, c'est maladroit de dire les co-auteurs, ainsi de suite. Mais pourquoi parce maladroit? Les complices. Oui. Les complices. Qui a établi ça? Mais pourquoi vous m'interrompez? C'est le juge qui l'a établi. C'est le juge. C'est-à-dire que le rapport a dit que tel a commis une malversation. Alors, on soumet ce rapport au juge afin qu'il vérifie si ce tel le plainte posé par ce tel constitue effectivement une infraction. C'est pas du tout une maladresse. Pourquoi je soulève ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... On cherche un peu les... Bon, moi je suis pas du gouvernement, j'en sais. Mais j'ai l'impression qu'en réalité, on tire sur le secrétaire général du président de la République, alors qu'il fait exactement, il pose exactement les mêmes actes que le Premier ministre, les mêmes actes que le secrétaire général du Premier ministre, les mêmes actes que certains ministres, parce que lorsque le ministre Malaoud a dit « Je ne suis pas seul à voir géré », ça veut dire qu'il dit « Allez aussi voir chez Atemengue ». Donc il faut comprendre qu'en réalité, le processus judiciaire, c'est un processus. C'est un processus qui a un déclencheur, et le déclencheur est, si vous voulez, en quelque sorte, autorisé. Alors, Jean Patient, la question que je voulais vous poser, est-ce qu'à travers cette lettre du SGPR, cela ne voudrait pas signifier que les complices, les acteurs, sont clairement identifiés et que peut-être les justificatifs apportés n'ont pas été des justificatifs valables et qu'il va falloir aller beaucoup plus en profondeur pour les inculper? Peut-être. Mais je pense que toute la sorcellerie réside dans ce qu'a dit Bobioko tout à l'heure, la supposée indépendance du juge pénal. Voilà le problème. Ensuite, l'hyperpolitisation de la vie publique au Cameroun. Parce que si on est dans ce débat qui se rapproche un peu de ce que Souley appelait l'après-BIA, le combat autour de l'après-BIA, évidemment qu'on va s'en mêler les pédales. Et que même ceux qui décident aujourd'hui d'orienter les enquêtes, d'orienter le travail administratif, peuvent vraiment s'égarer avec des textes comme cela. C'est-à-dire qu'un SGPR qui a déjà identifié les co-auteurs, sans les citer... Attendez que j'avance, maître. Sans les citer, il n'a pas nommé des gens. Mais c'est une orientation claire qui pourrait nous indiquer le rapport, on n'est pas obligé de parler. Qui pourrait nous indiquer qu'il y aurait des gens... engager des poursuites judiciaires sans parler de co-auteurs. Voilà. Il y aurait déjà c'est surabondant. Il y aurait déjà des gens, je suis d'accord avec Souley, il y aurait déjà des gens qui ont été identifiés. Pourquoi? La communication n'est pas claire. Encore une fois, j'insiste dessus. Elle n'est pas claire parce que ces lettres-là qui, soit ne devraient pas être à disposition du grand public, mais le sont malheureusement, et c'est ça qui crée la confusion, que peut-être entre les deux interlocuteurs, c'est-à-dire le SGPM, ou alors le Premier ministre et le SGPR, peut-être qu'ils sont les seuls à comprendre ce langage codé. Peut-être que nous nous saisissons mal. Mais si nous restons dans notre posture, l'évidence est qu'il y a quelque chose qui cloche, maître. Quelque chose de cloche. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'aller engager des poursuites judiciaires sur de présumés co-auteurs, auteurs, c'est-à-dire vous les connaissez. C'est comme ça que le citoyen lambda va analyser. Mais maintenant, si on reste sur... Attendez, si on reste sur le plan purement matériel de votre fonction de juriste et autres, ben oui, vous avez aussi raison, que ça ne veut pas forcément dire que
il y a des gens qui ont été identifiés, vous comprenez. Mais le citoyen, lui, il a besoin qu'on lui offre sur un plateau de riz les têtes. Voilà le problème du Cameroun. Les gens veulent que les têtes tombent. Parce que le petit citoyen qui souffre, le Camerounais lambda, qui n'a rien à se mettre sous la dent, qui tous les jours souffre des coupures d'énergie électrique, n'a pas d'eau potable, subit les arbres de la vie chère, du retour du poulet congelé, ce citoyen, effectivement, se dit, mais il faut que ces gens se dégagent. Il faut qu'on les égouille. Quelqu'un sur mon plateau parlait d'utiliser une tronçonneuse pour trancher les têtes. Ça, c'est un citoyen lambda au quartier. Il dit, mais il faut utiliser... L'appel à la radio dit, je pense qu'on doit utiliser des tronçonneuses. Parce que les gens en ont un peu marre. Toute la chimie en termes de sémantique, de sémiologie que vous avez développé ici pour tenter d'expliquer aux citoyens que non, ça ne veut pas dire que le SGPR aurait identifié des têtes. Non, personne ne va vous entendre cette oreille. Personne. Ce que les gens veulent savoir, c'est est-ce que M. Atemungue, en recevant ces 11 millions, les a utilisés à bon escient au niveau de sa commune? Est-ce que les 45 milliards que le gouvernement camerounais a mis de ses propres fonds, ce ne sont pas les fonds FMI, ni BAD, ni autres, 45 milliards de l'argent du Cameroun, directement, a mis, qu'a-t-on fait de cet argent? Où sont passés les 45 milliards? Où sont passés les 4000 sacs de riz de Orca? Voilà les questions que se posent les Camerounais. D'ailleurs que Orca, qui est une entreprise au départ qui avait une image assez responsable et citoyenne, aujourd'hui je crois que cette entreprise va subir les contre-coups de sa présence. D'abord dans les 4000 sacs de riz, ensuite d'avoir offert un espace pour recevoir des malades, patients Covid. Vous comprenez que les gens veulent savoir où en sommes-nous. Maintenant, l'imbroglio autour de Chambre des comptes, Conseil supérieur, FMI, BAD, l'ensemble là, ne rassure personne. Personne n'est serein. Les gens veulent des réponses. En 1972, excusez Bouba, en 72, à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, 72, je pense qu'il y a eu des réactions promptes qui ont été évidentes et beaucoup ont salué le fait que des gens soient là en prison pour cela. Mais moi j'ai des craintes que ceci soit encore une farce, contrairement à ce qu'on avait pu d'entendre. Une farce pourquoi? On peut enchaîner, comme on l'a fait avec les 1000 milliards liés à la CAN, et après personne ne se retrouve sur le bûcher. Aujourd'hui, les mêmes noms qu'on a cités pour les 1000 milliards de la CAN, ces noms se retrouvent dans la task force. On les citait comme on est assis là. On citait les noms. D'autres disaient, mais est-ce que vous en voulez au SGPL? Non, il n'y a pas que lui. Mais les mêmes noms, ils sont. Donc vous voyez qu'il faut que le chef de l'État frappe du poing sur la table. Alors qu'on y voit clair. Jean-Baptiste Atemungue, autrement dit, est-ce qu'en sommes-nous si éloignés de la théorie de Soulé, pour prêter cette expression, du lézard et de la poule qui chaque fois vient picorer? Parce que quand on regarde un peu la lettre du SGPR au ministre d'État en charge de la justice, est-ce que, autrement dit, soit elle est un peu excessive dans la forme, ou alors le SGPR sait exactement qui sont les co-acteurs ou même les coupables de cette malversation, on peut le dire ainsi? Non, mais je pense que le ministre d'État SGPR n'a fait que transmettre une instruction. Ce n'est lui ni l'ordonnateur de dépenses, ni l'auteur du rapport d'enquête, ni rien du tout. Le rapport était destiné au chef de l'État. Alors, quand vous avez un audit, que ce soit la Chambre des comptes ou le Consupé, il y a des fautes de gestion qu'on impute. Et ces gens à qui on impute ces fautes de gestion sont des suspects. Et donc, quand on transmet le dossier à la justice, pour avoir déjà moi-même répondu à une ou deux convocations lorsque j'étais à la Campost, on vous demande pourquoi, est-ce que vous avez des justificatifs de ceci, vous justifiez, et le juge poursuit son travail. Mais néanmoins, ce que la lettre dit, en transmettant le rapport, c'est que le rapport probablement impute un certain nombre de fautes de gestion à des auteurs ou des complices. Voilà, donc c'est au juge ensuite de vérifier si effectivement il y a matière à poursuivre ou à inculper ou à condamner qui que ce soit. Si on avait dépensé ces sommes et que l'audit n'aurait relevé aucune anomalie, ça a été clair, c'est bien fait, je ne pense pas que le chef de l'État aurait donné l'instruction de transmettre le dossier à la justice. Donc ce qui est probable, c'est que dans le rapport d'audit,
il y a probablement des choses anormales qui pourraient relever d'une infraction pénale et dont le ministre d'État n'a fait que transmettre cette instruction du chef de l'État pour dire au ministre de la Justice, bon voilà, s'il y a visiblement il y a quelques anomalies, que le juge vérifie et le traite de façon indépendante. Je crois que... mais néanmoins, il ne faut pas non plus généraliser. Je crois que il y a eu des dépenses d'urgence. C'est une grosse somme, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On ne peut pas tout noircir. Maintenant, s'il y a des responsabilités, je crois qu'il faut laisser à la justice le soin de faire ce travail, son travail. Alors, en toute Souley, indépendance. juste une précision, et puis Souley, oui, vous voulez... Oui, je voulais dire que la faute de gestion n'est pas une infraction. N'est pas nécessairement une infraction. Oui, bien sûr. La première chose. Deuxième chose, pour préciser ma pensée, je dis quand on transmet, il ne faut pas faire comme si le juge ne peut pas lire un rapport. En plus écrit par un autre magistrat. Et donc je pense que le lyrisme du secrétaire général de la présidence de la République peut donner droit à des commentaires que nous avons en ce moment. C'est ce que nous appelons, nous, les bruits dans la communication. Vous comprenez? Nous avons déjà été ici avec le maire, M. Atemengue, une fois, lorsque une autre lettre du secrétaire général de la présidence de la République, adressée au ministre de la Justice, demandait que des dispositions soient prises pour que M. Basile Atanganakuna rembourse son argent et qu'il y ait arrêt de poursuite, et demandait que, et la même lettre disait que ces instructions-là devaient être répercutées au juge. Vous voyez, c'est ce type de lyrisme-là. À la fin, qu'est-ce que nous avons eu? Le juge a écouté le procureur général et a pris cette affaire-là, il a classé, il a dit, bon, je viderai ça à la fin de la procédure. Donc, je dis, on peut transmettre un rapport en disant que le chef de l'État a ordonné l'ouverture des poursuites judiciaires sur la base de ce rapport, sans avoir besoin d'avoir plus de détails qui donnent droit donc aux discussions que nous avons ici et qui nous apportent absolument rien. Alors, Souley, sur cette affaire, quelles peuvent être les conséquences politiques quand on sait que Manaouda, qui est pointé du doigt dans la gestion, lui aussi a dit que je n'étais pas le seul à gérer cette affaire. Eh bien, voilà un peu l'état de gestion département ministériel par département ministériel. Est-ce que cela ne peut pas précipiter un remaniement ministériel? Je vais enlever mes lunettes parce que c'est grave. Je crois que le messager, je vous le renvoie pour vendredi, nous avons dit que l'inévitable remaniement, parce que le secrétaire général de la présidence de la République, n'en déplaise à ce que Maître Nouga dit, veut des têtes. Il y a des gens qui ne veulent plus voir au gouvernement. Et il veut bousculer cela. Et au besoin même absolument amener le président de la République à le faire. Parce que je vous ai parlé du complot marécage. C'est-à-dire qu'on crée le bruit, on crée l'emballement et puis ça surchauffe. Ça va dans les réseaux sociaux, comme disait Jean Patient, le peuple veut le sang, le peuple veut les gens qui ont volé. Et on crée un bruitage qui est telle sorte qu'on accuse même des ministres. Je vous ai dit dans notre dossier, Atanga dit qu'il n'a rien eu. Il dit qu'il n'a rien eu dans cet âge. Atanga dit qu'il n'a rien eu. Madeleine Twende dit qu'elle n'a rien eu personnellement. Il y a eu de l'argent qui a été débloqué. Mais depuis le SGP, depuis le secrétaire général de la présidence de la République, on a indiqué que c'est tel. Et que c'est tel. On a vu le ministre Atangandi sur le terrain avec les sommaçons qui ont fait polémique à l'époque. On a vu un certain nombre de personnes réagir, même le ministre. Moi, je pense que nous allons très vite en besogne. Je pense. Je suis en train de faire une lecture. Atangandi dit qu'il a dépensé l'argent, n'est-ce pas, de sa caisse de, je crois, enfin, en tout cas, le débat n'est pas là. C'est qu'il y a des ministres qui te disent que nous n'avons rien eu. Et si vous pensez que nous avons eu, sortez le listing. C'est pour ça que j'ai dit le garde des Sceaux doit pouvoir, n'est-ce pas, sur la base de ce que la Chambre de compte doit transmettre, pouvoir sortir le listing. Mais il doit avoir une traçabilité à travers des virements et tout ça. Maintenant, bien sûr, c'est ça que j'ai dit. Donc ça ne peut pas être une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit. Mais il y a un gros problème, n'est-ce pas, que pose le ministre d'État, Laurent Yesso, secrétaire général. C'est qu'il connaît bien. Il a été lui-même SGPR. Il sait quelles sont les instructions, les ordres que Paul lui a donné. Et il sait quelles sont les instructions qui sont moralement suspectes.
Du coup, il risque de faire comme ce qui s'est passé avec l'arrêt de poursuite contre Basile Atamandakuna. C'est pour ça que le SGPR est prudent. Et comme j'ai dit qu'il va en finir, premièrement, nous attendons encore le rapport d'audit du Consupé. Ce n'est pas encore sorti. Nous attendons, n'est-ce pas, la Chambre de compte, le garde des Sceaux, que le garde des Sceaux finisse le truc. Ce n'est pas sorti. Il a créé la taxe force pour la gestion du Covid. Je crois que la lettre est là. Ça veut dire qu'en réalité, vraiment, pendant que vous me retardez l'affaire là, moi je commence à faire mes choses. Il a balancé pour ramener la gestion des fonds du Covid au niveau, n'est-ce pas, de la présidence de la République. Bidon quoi, c'est ce qui s'est passé avec la CAN. Quand ça a commencé à traîner les infrastructures sportives, il avait failli perdre son poste, n'est-ce pas, de ministre, mais on l'a balancé quand même dans un autre ministère parce que, justement, dès qu'il a commencé à gêner le SGPR, il a créé la task force sur les histoires de la CAN au niveau de la présidence. Voilà, le Cameroun a maintenant une deuxième task force. Celle des infrastructures sportives, celle maintenant du Covid. Alors, vous pensez qu'on le fait parce qu'on ne cherche pas les poux sur la tête d'un chauve. Je vous ai dit, suivez la musique. Et suivez bien, vous allez revoir encore la tragédie de la poule et du lézard. Le président de la République aujourd'hui, si vous voulez que les choses s'organisent, que le président de la République récupère sa République, ses affaires, qu'il recommence à gérer. Si le président reprend les choses à main, vous allez voir, chacun va se mettre, n'est-ce pas, sur ses droits dans ses bottes. Sinon, la guerre a déjà commencé. Il y a des gars qui te disent que pourquoi le clan du SGPR va être très fort? Pourquoi le Premier ministre, lui, dort? Nous, on commence. Donc, tout cela, c'est ce que j'appelle l'emballement et ce que j'appelle le complot marécage. Et c'est ce que j'appelle aussi, n'est-ce pas, dans le parti d'Atemengue, n'est-ce pas, les tragédies de la poule et du lézard. Monsieur le maire, faites un effort de demander à Grégoire de rééditer son livre, Un bateau dans la tourmente. Ça va vous inspirer pour amener le président national du RDPC, président de la République, de récupérer ce pays parce qu'on est en train d'aller vers une agréable surprise qui pourrait être la guerre. Écoutez, moi j'ai peur de cette analyse. Nous sommes en réalité invités ici pour parler d'un point de gestion qui porte en réalité l'avenir du Cameroun. J'ai peur de toi, s'il vous plaît. C'est normal que vous ayez peur de lui. C'est normal. Parce que c'est normal. Je le reconnais plus. C'est normal. S'il vous plaît, c'est de son droit. C'est de son droit, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut avoir peur, effectivement, parce que le débat que nous avons ici, c'est le débat que nous n'avons pas eu en 92. C'est le débat qu'il n'y a pas eu quand il fallait chercher les preuves. C'est le débat qu'il n'y a pas eu quand il fallait lancer une opération épervier qui lutte effectivement contre la corruption. Et c'est ce débat qu'il n'y a pas eu pour entretenir aujourd'hui, plus de 25 ans après, la corruption. Nous le reposons aujourd'hui dans l'espoir en fait qu'il serve enfin. Et j'ai aimé l'attitude de monsieur le maire Atemengue lorsqu'il a dit qu'il faut que les gens sachent que la gestion de l'État a changé. Désormais, quand vous gérez un franc, il faut rendre compte. Mais si nous mélangeons cette intention avec les chasses, avec les têtes qu'on veut faire tomber, on va tout mélanger et on ne pourra ni faire respecter les normes de gestion, ni en fait faire partir des gens. Or, j'ai le sentiment ici, je n'ai rien contre le ministre Manaouda, mais je dis, j'ai le sentiment qu'il a de grands jurys, des grands avocats ici. Et qu'il y a le SGPR devrait aussi en avoir besoin. Ici, on protège des individus. Il semble que nous ne sommes pas là pour protéger des individus. Nous sommes là pour protéger la fortune commune. C'est-à-dire que si quelqu'un a géré l'argent de la Covid, ben, il faut qu'il nous dise qu'il l'a bien fait. Sinon, mais il faut qu'il soit sanctionné. Voilà, il reste 2 minutes pour ce sujet. Non, Une pour vous, s'il vous plaît. Il m'a pris, hein. Non, je ne veux pas être mal compris. Non, je ne veux pas être mal compris. Vraiment, en 30 secondes, alors. En 30 secondes pour préciser Monsieur votre Bouba, pensée. il ne viendrait jamais à l'idée d'un sous-le sur un plateau de dire
qu'il faut encourager l'impunité. Voilà. Je suis en train de Merci. dire, pour un homme de droit que vous êtes, maître, nous avons fait beaucoup de plateaux. Vous savez qu'on ne désigne pas des cibles avant. On ne punit, c'est-à-dire les forfaitures doivent être punies à la régulière. Vous êtes un homme de droit, Bobby Okono, et un spécialiste de l'information, de l'information judiciaire. Dans le cas d'espèce, n'est-ce pas, au lieu qu'on nous se retrouve avec des choses dans les réseaux sociaux, avec des correspondances en abondance, il faut qu'on nous dise, voici les spécialistes qui doivent le faire. La chambre, le consulpé, ton rapport est où? La chambre des comptes, ton rapport est où? Le garde des Sceaux, ton rapport est où? Le Premier ministre, pourquoi le Premier ministre dort? Ok. Donc nous avons besoin de tout ça. On vous a compris. Être compris. On vous a bien compris. Et je ne suis l'avocat de... On vous a bien. Si lui est l'avocat compris. moi je ne suis pas l'avocat de Manaouda. On vous a bien compris. C'est pour ça que je vous ai donné ce temps de parole pour justement apporter cette précision. Comment vous voyez l'issue de cette affaire? Bon, d'abord, je pense que on ne peut pas savoir. Bon, je regrette personnellement comme citoyen que la présidente de la République soit devenue, comment je disais, une structure tellement opérationnelle avec toute cette task force. À titre personnel, je pense qu'on est au niveau stratégique, on devrait laisser l'opérationnel à d'autres personnes. Mais je pense aussi, puisqu'on peut être dans la spéculation, que la task force qui a été créée sur les questions Covid peut être la résultante d'un pré-rapport du contrôle supérieur de l'État. Il faut savoir que quand le contrôle supérieur de l'État fait un rapport, ça ne signifie pas nécessairement que les gens doivent aller en prison ou qu'ils doivent avoir des procédures judiciaires. En revanche, on peut réorganiser les services de l'État et tout. C'est possible. Je ne dis pas que c'est ça. Maintenant, vous avez, pour répondre directement à votre question, le rapport de la Chambre des comptes a été transmis au ministre de la Justice. En général, ce qui se passe, c'est que ce rapport-là est étudié, il est lu par les services compétents, notamment le parquet général près le TCS qui est concerné, et ce parquet fait un rapport dans lequel il voit les personnes qui pourraient être poursuivies. Et dans le fonctionnement, de l'administration, aujourd'hui, il renvoie donc cette information-là au niveau du ministre de la Justice, qui peut saisir le président de la République pour lui dire telle personnalité peut être poursuivie. Et comme vous savez, ces personnalités-là sont quand même, ça fait l'objet des procédures suivies, et le chef de l'État autorise donc les poursuites, particulièrement s'il y a des ministres, des directeurs généraux, ainsi de suite. Donc, pour l'instant, on n'est que dans une phase d'amorce de procédure judiciaire. Mais en revanche, l'autre partie va se poursuivre. Si le FMI pense que l'audit qui a été fait est un audit qui montre que la gestion des 180 milliards de francs a été correcte, ils vont poursuivre en accompagnant le Cameroun à avoir de l'argent pour faire face à la pandémie. Jean Patient, au-delà de l'aspect juridique, il ne faut pas perdre de vue l'aspect politique. Oui, l'aspect politique, parlant de la task force en question, dès qu'elle est créée, elle a ceci de particulier qu'elle met en difficulté la structure mise en place par le Premier ministre chez le gouvernement, qui chaque mois et chaque semaine d'ailleurs évalue la question de la Covid. Alors, c'est avec beaucoup de crainte et de peur que cette structure va encore s'asseoir. Quand vous écoutez le ministre de la Santé publique, on constate qu'il y a panique à bord, parce que personne ne l'a obligé à aller sur la place publique dire que je suis monsieur propre, je suis propre. Non, ça veut dire que quelque part, il y a des craintes sérieuses. Il y a panique à bord au sein du gouvernement. Est-ce que la task force ne prouve pas qu'on lâche le gouvernement pour lui démontrer que tu as été incapable de gérer? Désormais, nous, on va gérer. C'est une lecture des choses. Hein? C'est ces analyses qu'on fait comme ça, tout de go, et qui parfois peuvent s'avérer justes. Parce qu'en réalité, le PM, qu'on dit ne pas voir aujourd'hui, voulait qu'il dise quoi? Qu'il s'exprime comment? Du moment où il peut peut-être, entre guillemets, être désavoué par une sorte de task force où il est absent, qui va maintenant gérer une problématique qui est aussi importante. Donc, même sur le plan judiciaire, il n'y a même plus rien à montrer. La question est l'hyperpolitisation de la vie publique. Parce que même les têtes que les gens revendiquent là, que les têtes tombent, mais ça peut être à tête chercheuse. Vous verrez que des gens vont en partir gratuitement, juste parce qu'on veut régler des comptes politiques. C'est pour ça que nous exigeons que le juge pénal fasse correctement son travail. Le juge pénal peut-il être donc indépendant? Il devrait être indépendant. Cher monsieur le juge, on va compter sur l'indépendance du juge pénal, qui devrait en principe être indépendant et puis trancher à son âme et conscience conformément aux faits
qui lui seront probablement transmises d'ici à là. Une petite pause qui va nous glisser au sport avec les Lions indomptables qui ont disputé leur match comptant pour les barrages des Jeux Olympiques de Tokyo, avec ce rebondissement dans l'affaire Fédération camerounaise de football, avec ce feuilleton de duel à distance entre la Fédération camerounaise de football de Seydou Bobo Njoya et celle d'Albert Bida, qui est par ailleurs le sénateur. Après une dernière trêve, Albert Bida vient de relancer encore les hostilités, convoquant ainsi pour le mois d'avril une assemblée générale. Je vous propose de suivre cet autre élément qui nous est donc concocté par Alain Ghislain Kanga. La date est fixée au 4 mai 2021, au lieu du 10 avril, comme initialement prévu et par la suite annulé. Les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT d'Albert Mbida se réuniront en session extraordinaire, selon le communiqué rendu public le 8 avril dernier. Une sortie qui a une explication. Je pense qu'on en est là aujourd'hui parce qu'on a radicalisé, on a essayé de prendre la force du droit, on a essayé de mettre de côté pour mettre le droit de la force. Donc on se retrouve aujourd'hui avec quasiment deux FECAFOOT, une qui s'appuie sur des textes en vigueur, notamment les textes de 2012, puisque ce sont ces textes en vigueur, et une autre FECAFOOT qui bénéficie quand même de certaines largesses de la FIFA et surtout de certains points du régime. Une situation de crise qui semble reprendre de plus belle à 9 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Assemblée générale tablera sur le vote sur la confirmation des suspensions prononcées par le comité exécutif lors de la séance du 16 février dernier et l'examen de la proposition de prolongation du mandat du comité exécutif provisoire élu le 2 février dernier. Voilà, retour en studio avec cette information. Juste un lapsus qui s'est glissé. On a parlé d'Eno Ngachou comme entraîneur. Je crois qu'il n'est plus entraîneur, c'est plutôt Alain Djemfa qui a donc pris les rênes de l'équipe nationale. Et le score de la rencontre, 1 but contre 2. Le Cameroun a encore quelques jours pour se rattraper face au Chili pour un autre match retour. Alors, les Lions sont partis, on va dire, dans des conditions compliquées. Il y a eu un problème matériel en période hivernale. Ils se sont retrouvés avec t-shirts, avec des polos, alors qu'il fallait un matériel adéquat. Est-ce que c'était prémédité pour qu'on arrive à un tel résultat? Vous vous rappelez que le terme prémédité, vous l'utilisez beaucoup depuis des années dans le sport. C'est une réalité. À chaque fois que les Lions vont en compétition, que ce soit les garçons ou les filles, c'est le même tralala. Aujourd'hui, on débat sur le retour de certains joueurs, je ne sais pas, des Lions seniors masculins dans la sélection nationale. C'est pénible. On parle de ces dames, de ces filles qui ont déjà presque tout donné ce qu'elles ont dans leur trip pour que la nation brille en matière de football féminin. Mais vous voyez à quoi elles sont réduites aujourd'hui. Et ça date, parce que même sous Eno Ngachou que vous citez tout à l'heure, on se rappelle qu'il y a eu des histoires d'enfarinement terrible de ces jeunes filles. Aujourd'hui, avec M. Djemfa, c'est la même chose. Vous voulez qu'on dise quoi, Boubangomna? C'est quand même extraordinaire ce que nous vivons. C'est pour ça que les éléments qui ont précédé le reportage qui est suivi tout à l'heure, tandis qu'avant que nous parlons des filles, avec Albert Mbida, Bombo Njoya, voilà là où se réside le problème du football camerounais, qu'il soit féminin ou masculin. C'est guéguerre inutile. Ces choses qui desservent le plan sportif purement. Comment comprendre que des filles vont aller jouer en endroit, dans un environnement climatique particulier, dans un endroit qu'elles ne maîtrisent pas, même si elles viennent, même si elles jouent pour certaines à l'étranger. Il faut toujours mettre les joueurs dans les conditions idoines pour pouvoir répondre à l'enjeu du jour. Même les plus grands au monde, c'est-à-dire que vous parlez du Real Madrid ou alors les sélections nationales les plus huppées du monde, on place les joueurs dans les conditions idoines pour que les joueurs puissent s'acclimater d'abord de l'endroit où ces joueurs vont jouer. Mais maintenant, j'ai aussi une question qui vient peut-être du petit peuple qui, depuis la dernière CAN féminine, s'est demandé à quoi pouvait rimer les échecs de M. Alain Djemfa. Est-ce qu'il est l'homme de la situation? Est-ce que ce coach doit être là? Vous savez qu'au football, on sacrifie toujours le coach, évidemment, mais qu'il est parrainé. On doit quand même se poser des questions. Ah, il est parrainé. C'est ça que je vous disais. Voilà le mal de ce pays. Il est arrivé là comment? Qu'est-ce qu'il fait là? Et il n'y a pas de résultat.
À chaque coup, c'est comme ça. Je ne suis pas sûr qu'on ira aux Jeux Olympiques avec ces. Je ne suis pas très certain. Est-ce que l'atmosphère ne contribue pas à cet échec quand on sait que à la Fédération camerounaise de football, éternelle bataille juridique parce que actuellement on n'en sort plus, on ne sait plus où mettre la tête dans cette affaire? Bon, je crois que, bon, pour l'instant, le sénateur Albin Bida fait ce qu'il peut faire avec les membres de la fédération qui sont solidaires de ce qu'il fait, mais la réalité de la gestion de la FECAFOOT est faite par Seydou Mbombo Djoya. Donc, il ne peut pas partager la responsabilité de ce qui se passe avec quelqu'un d'autre. Il ne faut pas qu'on lit les deux. Mais tel que les choses sont décrites, c'est vraiment c'est effrayant. Pourquoi je le dis? Vous avez une compétition, vous avez une équipe qui va quelque part. Il n'y a pas une visite avancée pour savoir comment ça se passe. C'est le minimum. Moi, je ne suis pas dans le... je ne suis pas l'actualité sportive. J'ai été journaliste sportif à un moment donné, mais c'est une courte durée. Mais vous voyez bien qu'il y a des problèmes administratifs ou des problèmes de gestion importants. Les gens ne se préoccupent que d'avoir des postes éminents pour pouvoir gérer l'argent et trouver le moyen de le détourner. C'est ça qui pose problème dans notre pays. Alors, Maître Nouga, c'est les sportifs qui traînent. Oui, mais écoutez, j'ai pas l'impression d'avoir changé de sujet. On parlait de corruption maintenant. Vraiment, j'ai pas l'impression que le sujet a changé. J'ai vu ces filles-là, c'était hier. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, moi j'étais malheureux parce que c'était des filles qui en veulent, qui peuvent d'ailleurs. Mais on comprend qu'il n'y a même pas eu les entraînements de cohésion. Parce qu'en réalité, à un moment donné, il y a un déficit de cohésion, de compréhension sur le terrain. Mais quand on examine d'où ça vient, nous avions un monsieur qui gérait bien cette équipe, qui l'a construite, qui l'a fabriquée, qui l'a contre tout le monde, hein, monsieur... comment il s'appelait là? Enongacho. Il a eu une promotion, il est devenu directeur général. Oui, mais écoutez, il a eu une promotion, c'est certainement pour qu'on donne un peu le fruit de son travail à d'autres. Or, c'était un travail qui, à mon humble avis, n'était pas achevé. Et c'est la preuve aujourd'hui. On continue à compter sur les mêmes, je l'adore. Choutajara, j'espère qu'elle va être sur pied demain, à mardi. Mais je crois qu'elle a marqué. Mais je suis convaincu que cette histoire de quête des postes, de gérer ceci, de connivence, de recevoir les prébandes ici, c'est ça qui fait qu'il y a des joueuses qui ne sont pas, comment on les appelle, qui ne sont pas sélectionnées. Il n'y a plus de nouvelles joueuses dans cette équipe pratiquement. C'est vrai, il y a la gardienne là qui arrive. Il n'y a pratiquement plus de nouvelles joueuses. Et puis on se demande si le coach est vraiment là pour coacher. On a l'impression qu'il est là, qu'il est là. On n'a pas l'impression, même sur le terrain, on ne l'a pas senti mourir avec ses joueurs. Il a déclaré que le Chili, à travers cette déclaration, a produit un jeu de haute facture. C'est vrai. Mais lui, il est là pour regarder. Lui, il doit produire un jeu de plus haute facture. Donc, je pense que c'est ça que je découvre. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais je sens un déficit. J'ai l'impression de gens qu'on met là parce que pour des raisons d'intérêt individuel. Et ça, il faut vraiment que, comme on le dit, il faut que la jeunesse prenne conscience qu'il faut changer ce pays. Est-ce que l'amateurisme ne serait pas à l'origine de ce résultat, de ces contre-performances de ces filles, Jean-Baptiste Atamandou? Je ne sais pas si c'est l'amateurisme, mais ce qui est sûr, c'est que en début de papier, on voit très bien que depuis quelques temps, plus d'une décennie, on dépense beaucoup plus d'énergie, d'argent pour des procédures, des batailles administratives, voire politiques, et qu'on n'investit pas assez sur les acteurs même du sport pour faire vivre le mouvement sportif, en tout cas en matière de football, pour ce qui est de la FECAFOOT. C'est la même problématique. Nous avons pourtant eu à un moment des équipes plus simplifiées, il n'y avait pas trop de débats. On est allé à la Coupe du Monde en 82, on a gagné une CAN en 84, il n'y avait pas beaucoup de bruit jusqu'en 88. Ça a commencé avec la démocratie, c'est devenu plutôt l'anarchie au niveau de la fédération du football. Et c'est dommage parce qu'il y a des nations qui fonctionnent à peu près normalement
matière de foot avec le même statut, les mêmes acteurs et ça avance. Je ne sais pas pourquoi chez nous ça doit toujours tourner au scandale de nos jours et je crois que ça mérite une réflexion et un sursaut de patriotisme quand même parce que quand on voit tous ces camps qui s'affrontent, est-ce qu'à un moment il ne se pose pas la question où est l'intérêt de la nation, où est l'intérêt du Cameroun et peut-être même par là devenir humble et s'effacer parce que nous voyons très bien la période que nous vivons actuellement doit nous amener tous à une forme d'introspection, à se dire est-ce qu'on est qui est plus incontournable et irremplaçable que qui. Je pense que il faut beaucoup d'humilité et se consacrer à l'essentiel, y compris en matière de football, ce d'autant plus que ce sont des choses qui sont compromises aujourd'hui, les compétitions. C'est pour ça que j'ai parlé de changement de civilisation. C'est peut-être un gros mot dès le début, mais vous voyez très bien l'incertitude dans laquelle nous sommes. Moi, quand j'ai été élu maire, j'avais de grands projets culturels. Je voudrais recréer une ville culturelle avec la jeunesse de Ngoumo, organiser des concerts, organiser l'éducation musicale de la jeunesse, le mouvement sportif, voir tout ce que je peux faire dans ma modeste position. Mais aujourd'hui, tout cela est remis en cause. C'est-à-dire que, vous voyez, nous voulions imiter ce qui se passe ailleurs, la vie culturelle parisienne, à New York, partout, les jeunes s'émancipent, voyagent, mais tout cela est suspendu aujourd'hui. Et même le mouvement sportif n'est plus ce qu'il était il y a 2-3 ans. Donc, je crois qu'il faut qu'on se consacre à l'essentiel et qu'on soit humble au lieu de poursuivre des batailles inutiles qui nous ont conduits à ces échecs sportifs. Soulé, est-ce qu'on ne peut pas également imaginer la problématique ou bien la question du casting, sélection des joueuses, parce que quand on les voit jouer, on se pose quand même une question, on se demande elles viennent d'où? Du moment où il y a un championnat inexistant, des joueuses professionnelles qui ne jouent nulle part, mais qui sont sélectionnées. Nous avons eu par exemple la chance d'interroger un sélectionneur national en son temps qui nous avait dit que lorsque le Cameroun allait en Coupe du Monde, c'était Volker Finke qui a dit sur 23 joueurs, il avait sélectionné 11. Il ne connaissait pas les autres. Est-ce que vous avez le sentiment que Alain Djenfar peut aussi se retrouver dans la même posture? Mais bien sûr, bien sûr. Mais parce que c'est sûr que Alain Djenfar qui fait la sélection, il n'y a pas que lui. Même le gars qui est avec les hommes là, les lions là, c'est la même chose, non? Lui-même il se retrouve par rapport à des gens. C'est Concedao. Concedao. Ok. Lui-même, Bouba, il y a un proverbe tout pourri qui dit que quand vous faites une opération, si le premier chiffre est faux, tout le reste est faux. Ça, c'est un proverbe tout pourri. C'est un proverbe tout pourri. Quand vous faites une opération, si le premier chiffre est faux, tout le reste est faux. Dès lors que ça ne marche pas à la tête de la fédération, tout le reste va être du saupoudrage, tout le reste va être ce que ça se passe. Bouba, comment vous pouvez m'expliquer que le chef de la délégation qui va avec le Lion, c'est le président par intérim, le président de l'Africa Foot, et qu'il monte dans l'avion première classe avec les Lions sans se rassurer que tout est ok. Ou alors ceux qui le font monter dans l'avion ne prennent pas les dispositions pour que les Lions ne manquent de rien là où ils vont. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Et quand je vais encore parler, Maître Nouga va dire, oh, tu déranges. Il y a deux SG qui tiennent le pays aujourd'hui. Suivez mon regard. Le SG là-bas et le SG là-bas. Et les correspondances qui pullulent dans les réseaux sociaux, c'est entre eux. Heureusement que là encore, tu as fait bien de dire, Maître Nouga, que nous sommes dans la même problématique. Parce que ce sont les deux SG qui ont dit à Bombo, de là-bas, on va dire de là-bas. C'est les deux SG de là-bas voilà, tout simplement. qui ont dit, Bombo Dioya, tu restes. Et tous les autres là, on met de côté l'état de droit. On s'en fout
des États, quoi, là, des actes de justice qu'on a remplis. Le MINAT a joué sa partition là-dedans aussi. Bon, le MINAT... Ça a été SG de quelque part. Hein. Le MINAT, c'est une balle perdue, Bobby, tu le sais. C'est un va en guerre inutile, mais l'affaire réside entre les deux SG de là-bas. Donc, ils ont décidé que c'est comme ça que ça va se faire. Le football camerounais, Jean Patient, est aussi sous l'emprise, n'est-ce pas, de la politique. Il est devenu hyper politisé. Il est même plus politisé que le Covid, les fonds Covid. Donc, on ne peut pas aller plus loin que ça. Les Lions seront éliminés. Vous avez déjà vu ça? Parce qu'elles ont une chance. Non, les filles là... Elles peuvent battre les Chiliennes. S'il vous plaît. Il y a plus de 2-0. Je sais que vous êtes de temps en temps marabout. Mais j'ai dit les Lions là ne peuvent pas battre le Chili en match retour. Attendons de voir. En tout cas, si le miracle se produit, d'accord. On va vous... Tant mieux, je voudrais bien que le miracle se produise. Encore qu'une participation des Lions aux Jeux Olympiques, ce n'est pas ça qui va changer le Cameroun. Le Cameroun a des problèmes réels, des problèmes précieux. Et je dis encore, même pour l'affaire du football, il faut que Paul Biya, une fois encore, on est obligé de lui tendre la main. Le président Paul Biya a été élu. Il faut qu'il justifie et qu'il prouve aux Camerounais qu'il peut encore diriger ce pays pour lequel 71% des Camerounais lui ont donné des suffrages. Et vraiment, la gouvernance par opportunisme, la gouvernance par procuration, qui est aujourd'hui entre les mains des SG de là-bas, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on retrouve le vrai président Paul Biya que nous avons connu en train de diriger ce pays. C'est pour ça que j'ai dit... Pour sortir sous les... Ouais, pour sortir, on n'a aucune chance selon vous? Pour sortir, aucune chance pour les deux. On n'a aucune chance, n'est-ce pas, de gagner le Chili par un score peut-être de 3 ou bien machin. Bon, peut-être 2-0 suffit. Bon, ok, 2-0 comme dit Maître Nouga le marabout. Mais je pense que tant que le Cameroun n'a pas décidé de régler ses vrais problèmes, même le football là, qui n'est que courir après une boule d'air, ne va pas nous sauver. Jean Patient, pas de lueur d'espoir pour mardi, pour le match retour. Non, le match, oui, mais je dis, le libellé de votre sujet, Jeux Olympiques Tokyo 2020, qui auront joué en juillet 2021, n'est-ce pas? Nous ne sommes prêts à rien du tout. Vous comprenez? On parle des filles, du football, et les autres athlètes sont où? Que fait le CNO de M. Kakabama? Que fait-il? Nous ne sommes prêts à rien. Et le CNO en question a reçu de l'argent venant de l'ACNOA, qui est l'instance fêtière des comités nationaux olympiques d'Afrique, pendant la période haute Covid. Qu'a-t-il fait de cet argent? Je suis d'accord avec M. Nouga. Nous sommes dans la même approche, la même logique de corruption. Ok, merci cher monsieur. On reviendra peut-être mardi si miracle se produit. Bobby, merci d'être venu. Merci beaucoup et bon dimanche aux téléspectateurs de Canal 2 International. Bon courage aux Camerounais, à nous tous pour bon courage aux Lions. Moi je dis les Lions. Les Lions, n'écoutez pas. Bon courage aux Lions. N'écoutez pas Soulé. Vous pouvez gagner ces Chiliennes. J'ai vu le match. Vous pouvez les gagner. Réorganisez-vous, même si le coach n'est pas là, je sais que vous pouvez les gagner. Ok, d'accord, Soulé. En tout cas, on espère que les choses iront pour le mieux avec les SG de là-bas. Non, les SG de là-bas, s'ils continuent à tenir le Cameroun, il n'y a rien. Même les Lions là, il n'y a rien. Maître Nouga. Ce n'est pas une question. Il y a des choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Okay, pour le cas d'espèce, ce n'est pas parce que les juges, les filles ne les supportent pas. Mais c'est parce que l'encadrement, l'environnement, les choses sont telles que ça ne peut rien donner. Merci, cher monsieur. C'est terminé. Juste derrière moi, la République djambolaise prend les commandes à travers le président Chop Chop de Raïs Djambo. La rediffusion de ce programme, la première, ce sera ce soir, 23h30. Demain, la seconde, quand il sera à 23h. Madame, monsieur, il reste qu'à vous souhaiter passer une excellente journée à regarder les programmes de Canal 2 International. Et surtout, ne l'oubliez jamais, quoi qu'il arrive, gardez le sourire.